5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Bonsoir, bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X à Québec. Bon vendredi 13, mon cher Christian. Oh oui, vendredi 13. Est-ce que tu es paraskevidécatriophobe? Donc, la peur du chiffre 13, du nombre 13? Non, pas du tout. Non, on dit que ça remonterait aux origines de la chrétienté, le Christ qui a été crucifié un vendredi. Et la veille, lors du repas sacré de la Seine, il était accompagné de ses 12 apôtres, parmi lesquels il y avait Judas, Oui, le 13e. Ils étaient 13 à la table, dont l'un, on connaît la triste influence funeste qu'il a eue sur le Christ et sur les apôtres autour de lui. Est-ce que tu as un chat noir à la maison? Non, j'ai 2 chats siamois. Est-ce que tu as passé sous une échelle aujourd'hui? Pas du tout. Non. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu t'es levé du mauvais côté de ton lit? Non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout superstitieux. Je crois qu'il n'y a aucune superstition. C'est sûr que je vais ici un ouvrier qui travaille sur une échelle. Je vais essayer d'éviter de passer en dessous. Ah! Bon, mais en dehors de ça, non, il n'y a rien qui alimente chez moi quelque superstition que ce soit. OK. Ben, tu vois, moi, je suis un peu comme toi, sauf que, effectivement, si jamais je vois une échelle avec un chat noir en même temps, puis mon trajet, ça me dit qu'il faut absolument que je passe là, c'est plus facile, ben, tu sais quoi, je vais trouver une alternative. Là, ça va être un plan B. Ouais. Mais les superstitions, c'est souvent... Il y a beaucoup de gens du milieu artistique, par exemple, ouais, qui ont des petits rituels. Donc, avant de monter sur scène, ils vont faire tel ou tel geste. Ou également dans des compétitions sportives, également, des gens vont avoir leurs petits rituels. Mais bon, pas en ce qui me concerne. Ah, ben, on est un peu artiste. Là. De mon côté, je mets toujours les mêmes bobettes le vendredi avec toi. Puis tant que ça va bien, je les lave pas. Je suis heureux de ne pas être dans ce studio. Ce soir, à Radio X-Files, on parle de vagues d'ovnis sur la Belgique. Oui, c'est en fait la dernière grande vague d'observation d'ovnis qui s'est produite. C'est celle de 1989. En fait, elle a débuté à l'automne de 1989 dans la région d'une petite ville qui se trouve à l'est de Bruxelles, une ville qui s'appelle Eupen. Et c'était des gendarmes qui avaient été... Bon, d'abord, des gens avaient observé des lumières dans le ciel, et puis on a appelé les gendarmes, et les gendarmes ont été à leur tour témoins de ces manifestations. Et ça a été le début de la vague belge. Donc, on est en novembre 1989, et à partir de là, les observations vont se multiplier. Dépendamment des sources, certains diront que ça s'est poursuivi jusqu'en 1991, d'autres parlent de 1993, mais c'est vrai qu'à partir de 1991, il y a eu une décroissance importante dans le nombre d'observations rapportées. À l'époque, sur le terrain, il y avait une organisation qui s'appelait la SOBEPS, la Société belge d'études sur les phénomènes spatiaux. L'organisme n'existe plus, il a été remplacé par un organisme un peu plus modeste aujourd'hui, mais à l'époque, la SOBEP était très, très active. Ils avaient des locaux très spacieux. Et ce qui est assez surprenant dans l'histoire de cette vague belge, bon, j'ai eu la chance, moi, de rencontrer 2 des personnes qui étaient sur place, là, au moment, parce que bon, moi, je suis allé en France, on était en 1991-92, quelque chose comme ça. La vague belge était en plein essor à ce moment-là. Et j'avais rencontré 2 des intervenants, là, qui étaient sur place, là, dénommé Lucien Clairbeau et Jean-Luc Vertonghen. Et donc, eux me parlaient, j'avais visité leurs locaux, j'avais été très surpris. C'était une organisation qui était excessivement bien structurée. Et ils avaient réussi à cette époque à intéresser l'armée belge à leurs activités. Donc, évidemment, il y a toute une espèce de chaîne de commandement. Les gens voient des ovnis, ils communiquent avec la gendarmerie contacte le ministère de la Défense, en fait l'armée. Et l'armée, bon, ne sachant pas trop vers quoi se retourner, parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, contrairement à la France, il n'y a pas d'organisme étatique, donc un organisme de l'État qui collige des informations sur les ovnis, c'est laissé
comme c'est le cas, par exemple, au Canada, aux États-Unis, d'ailleurs un peu partout à travers le monde. Je crois, je ne me tromperais, je dois pas beaucoup me tromper en disant que la France est probablement le seul pays où il y a un organisme civil d'enquête sur les ovnis. En tout cas, dans les grands pays industrialisés, c'est le seul qui a cet organisme étatique. Donc, sur le terrain, ce sont des organisations amateurs qui colligent l'information sur les ovnis. Donc, on a toute une espèce de chaîne de commandement qui travaille ensemble. Et durant cette vague d'observation sur la Belgique, les gens de la SOBEPS avaient réussi à intéresser l'armée de l'air, qui recevait elle aussi des observations d'OVNI, des rapports d'observation, et tout ça va déboucher sur un événement très important qu'on reparlera dans le courant de l'émission. C'est dans la nuit du 30 au 31 mars 1990. Il va y avoir une chasse, donc 2 appareils, 2 F-16 de l'armée belge vont décoller de la base militaire de Beauvinchais, qui se trouve près de Bruxelles. Ils vont tenter de poursuivre l'un de ces OVNI. Avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Et tout ça va donner lieu à une conférence de presse. Bref, la vague d'observation sur la Belgique va avoir un retentissement à travers toute l'Europe et même ici en Amérique, on en a beaucoup parlé. Et elle continue encore de faire jaser. Il y a 2 ans, par exemple, lorsque Leslie Kean, qui est une journaliste d'enquête américaine, qui s'intéresse beaucoup à la question des ovnis, a publié son ouvrage OVNI, le gouvernement, les pilotes parlent, etc. Elle va consacrer un chapitre entier à la vague d'observation sur la Belgique, avec beaucoup, je dois l'avouer, beaucoup d'erreurs factuelles, mais bon, c'est souvent le lot des ouvrages sur les OVNI. On a souvent des erreurs factuelles, mais bon, dans le sien, c'est quand même assez aberrant, mais néanmoins, on voit que la vague d'observation sur la Belgique a largement dépassé les frontières du pays. Donc, c'est de ça qu'on va parler. C'est la dernière grande vague d'observation d'OVNI après l'entrevue, parce qu'on a une belle entrevue qui dure une 40aine de minutes, et j'ai été très chanceux d'avoir en entrevue Jacques Scornaud. Jacques Scornaud, c'est un ancien personnage cadre de la SOBEPS, cette Société belge d'études sur les ovnis. C'est un chimiste de formation, donc une formation académique, un PhD en chimie, et il est dans le milieu des ovnis en Europe depuis les années 60. C'est un peu une sorte de référence. C'est comme on dit, un vieux de la vieille. Là. Donc, à l'époque où c'était un peu l'âge d'or de l'étude sur les ovnis en Europe, Jacques Scornaud était du nombre. Et écoute, je vais te faire une confidence, Yannick. J'ai un lien quand même particulier avec Jacques Scornaud parce que quand moi j'ai commencé à m'intéresser aux phénomènes étranges et mystérieux, on est en 1976, donc été 1976, et là je commence à regarder à gauche, à droite, je lis des ouvrages sur les fantômes, sur les ovnis, donc ça me passionne. Et le premier livre que j'ai payé de ma poche, que j'ai acheté, c'est un livre qui s'intitule « À la recherche des ovnis », qui a été écrit par Jacques Scornaud et Christiane Piens en co-auteur. Alors, tu comprends, donc le premier livre dans ma bibliothèque, et crois-moi, ma bibliothèque, elle est particulièrement impressionnante aujourd'hui. C'est 4500, 5000 volumes, essentiellement sur le paranormal. Mais le premier livre de cette collection, c'est celui de Jacques Scornaud, « À la recherche des ovnis », ce qui nous ramène en 1976. Donc, j'ai ce lien quand même très émotif avec Jacques Scornaud. J'ai eu la chance de le rencontrer à quelques reprises. La dernière fois remonte quand même à une 15aine d'années. On s'était retrouvés à Paris. Il avait fait partie, on le voit dans ma série Enquête sur les ovnis qui avait été réalisée pour Canal Z, pour Z-Télé à l'époque. Donc, j'ai eu la chance cette semaine de reparler avec Jacques Scornaud et on a évoqué ses souvenirs de cette vague belge. Et bon, il va jeter un regard assez critique sur ces événements. Et on a décidé, toi et moi, de devancer un peu l'entrevue pour pouvoir permettre une possible discussion ensuite, des échanges, des commentaires, parce que souvent, quand l'entrevue était relativement longue, quand l'entrevue était terminée, c'était merci, bonsoir. On n'a pas le temps d'en parler. Alors là, on va la devancer un peu. Donc, c'est aux alentours d'à peu près là 8h40, à peu près 8h45. On va débuter l'entrevue avec Jacques Scornaud et ensuite, je reviendrai et je te ferai quelques commentaires sur la vague belge et sur les autres vagues, parce que la vague belge, elle est la dernière en lice. Elle n'est pas la seule vague qui a marqué l'histoire des ovnis. Il y en a eu plusieurs. 1947, 1952, 56. Et souvent, dans ces vagues, on a vu des tournants. Les vagues d'ovnis ont marqué parfois des tournants dans notre perception du phénomène. Donc, on reviendra là-dessus. Donc, très intéressant. Donc, la vague d'ovnis sur la Belgique, dernière grande vague d'observation d'ovnis dans le domaine des ovnis là, depuis les 80 dernières années. Dans l'actualité de la semaine, le Pentagone qui aurait fait certaines précisions? Ah,
Mauvaise semaine pour les amateurs d'ovnis, mauvaise semaine pour les végétariens aussi. Mais commençons par les ovnis. Écoute, je te ramène un peu en arrière. On est en 2017, décembre 2017, donc il y a pratiquement 2 ans jour pour jour. Le New York Times fait une révélation. Il nous annonce qu'entre 2007 et 2012, il y a eu au Pentagone un programme. Donc l'acronyme c'est ATIP qui signifie en français Programme d'identification avancée des menaces aérospatiales. Donc c'est l'acronyme de cette organisation. Donc entre 2007 et 2012, cet organisme cette association, ce département s'intéressait à la question des phénomènes aériens non identifiés. Et ça s'est fait en secret. On a investi 20 millions de dollars sur grosso modo 5 ans. C'est quand même pas beaucoup d'argent, hein, parce que bon, on sait que quand tu regardes le budget de l'armée de l'air américaine, c'est quelque chose comme à cette époque-là, c'était 650 ou 700 milliards par année. Alors là, on parle d'un investissement de 20 millions sur 5 ans. Tu comprends donc que c'est un programme qui était excessivement modeste. Néanmoins, les amateurs d'OVNI ont sauté là-dessus en disant « Ah, voilà, c'est la preuve que le gouvernement nous a menti. » Selon les autorités américaines, l'intérêt pour la question des OVNI s'était terminé en 1969. Là, voilà qu'on apprend qu'il y a eu un programme qui a duré à peu près 5 ans qui s'intéressait à cette question des OVNI. Et l'armée américaine s'est toujours montrée, depuis que cette histoire-là est sorti dans le New York Times en 2017, l'armée américaine s'est toujours montrée très réservée sur des commentaires à propos de ça. Et là, on le sait, on en a parlé d'ailleurs à ce micro, il y a des films ont commencé à circuler, des films qui auraient été tournés par des militaires de la US Navy, notamment sur la côte ouest et côte est américaine, durant 2 périodes différentes, là, donc l'une au tout début des années 2000, donc on était au 2003-2004, et une autre plus tardivement, 2015-2016. Donc là, ces vidéos-là circulent. C'est des vidéos qui ont été tournées en infrarouge par des caméras montées sur des appareils, sur des chasseurs de l'armée américaine. Et là, tout récemment, la US Navy a dit oui, on reconnaît que ces films sont des films qui montrent réellement des objets volants pour lesquels on n'a pas réussi à trouver une identification. Alors là, encore une fois, les ufologues ont sauté là-dessus. Puis c'est assez amusant parce que les ufologues, quand l'armée dit quelque chose qui fait pas leur affaire, elle ment. Puis quand elle dit quelque chose qui fait leur affaire, ça devient comme une sorte de Saint Graal. Oh, ça, c'est sûr que c'est vrai, l'armée l'a confirmé. Oui, mais la semaine d'avant, ils t'ont dit que Roswell, c'était faux. Ah là, ils mentaient. Tu comprends? Tu dis, OK, c'est quoi ton critère qui fait que des fois, ils mentent puis des fois, ils mentent pas? C'est-tu parce que ça fait ton affaire et ça fait pas ton affaire? Tu comprends? Donc, c'est ça le critère. Mais là, donc, bref, depuis 2 ans à peu près, les amateurs d'OVNI surfaient sur cette histoire-là du programme secret qui a duré 5 ans, le programme d'identification des menaces aérospatiales. Et là, cette semaine, on dirait que l'armée américaine, le Pentagone, en a un peu plein son casse, si je peux dire. Et elle a décidé, en fait, la porte-parole de l'armée américaine, Susan Gott, a décidé de faire une déclaration. Elle a dit, wow, là, faut arrêter, faut que les ufologues cessent d'étirer l'élastique du non-identifié. En fait, ce qu'elle a précisé, c'est ce programme, il a bel et bien existé entre 2007 et 2012. C'est vrai que le programme, c'était Programme d'identification avancée des menaces aérospatiales. C'est vrai que selon l'armée, il y avait une définition où on parlait de phénomène aérien non identifié, mais elle tient à préciser que le phénomène aérien non identifié n'a pas la même portée dans la bouche des ufologues que dans la bouche des militaires. Et là, elle précise bien, ce programme, lorsque au niveau de l'armée, on parle de phénomènes aériens non identifiés, on ne parle essentiellement et exclusivement de menaces aériennes ou des technologies militaires d'autres nations terrestres. Elle l'a bien précisé, elle dit jamais ce programme-là n'a visé l'investigation de soi-disant engins qui auraient pu venir d'une autre planète ou extraterrestre. Ça n'a jamais été le mandat. Pour l'armée, le terme objet volant non identifié ne s'applique exclusivement qu'à des menaces aériennes d'une force militaire autre qu'américaine. Rien de plus. Fait qu'elle dit, si les ufologues veulent continuer d'étirer ou de rendre floue l'expression UAP, hein, Unidentified Aerial Phenomena, elle dit libre à eux de le faire. Mais sur le plan éthique, cette expression n'a jamais servi à autre chose au niveau militaire que de définir des objets militaires appartenant à des nations autres que les États-Unis et des nations terrestres.
les petits hommes verts, comme elle l'a si bien mentionné, on laisse ça aux amateurs, mais ce n'est pas le rôle de l'armée d'enquêter là-dessus. Ça n'a jamais été son rôle, du moins durant ce fameux programme qui s'est tenu de 2007 à 2012. Je parlais avec un militaire qui a eu une longue carrière dans l'armée canadienne, puis lui, il était sur certaines missions, et justement, il était dans l'aviation, et quand la CIA passait, là, il n'y avait aucun plan de vol. Il n'y avait aucun plan de vol qui leur était donné, mais il savait que c'était un avion de la CIA, mais il ne savait pas quel type d'avion, mais il était capable de le suivre. Oui, mais en fait, tu sais qu'on l'a appris beaucoup plus tardivement, mais durant la grande période, parce que, bon, si le Pentagone a voulu bien préciser que ce fameux programme que les ufologues utilisent là, à tort pour essayer de justifier leur intérêt sur les ovnis en disant c'est pas ridicule de s'intéresser aux ovnis, à preuve, car l'armée a investi 20 millions pour enquêter là-dessus, ben là, évidemment, quand on dit ça, c'est leur interprétation à eux. Là, visiblement, l'armée a voulu prendre un recul par rapport à ça. Mais c'est vrai que l'armée américaine s'est beaucoup intéressée à la question des ovnis. Et quand on dit ovnis, dans le même sens que celui qu'entendent également les amateurs d'ovnis, hein, donc des phénomènes aériens non identifiés qui pourraient quelque part être d'origine extraterrestre. Donc l'armée, oui, s'est intéressée à ces phénomènes et l'armée s'est intéressée à ça entre 1947 et 1960. En 1969, ils ont fermé leur livre là-dessus, non pas en disant le phénomène n'existe pas, hein, ils ont reconnu qu'il y avait un pourcentage d'observations qui n'avait pas été identifié, mais ils ont dit rien là-dedans ne nous permet de croire néanmoins qu'on est en présence d'extraterrestres. Oui, des phénomènes qu'on n'explique pas, mais les extraterrestres, rien ne démontre qu'on est en présence d'une technologie venant d'ailleurs. Mais de l'autre côté, Christian, c'est impressionnant. Certains militaires sont dans des avions qui sont extrêmement rapides, puis pardonne-moi l'expression, mais quand il y a un objet non identifié qui est aperçu, ben l'objet non identifié est capable de le brûler comme pas possible. Là. Ah oui, écoute, mais il y a des choses il y a beaucoup de choses sur le plan de la technologie militaire qu'on ne connaît pas, hein, comme par exemple, depuis quelques années, les nations, et principalement la Russie et la Chine, les Américains l'ont aussi, mais évidemment, eux lorgnent du côté des Russes et du côté des Chinois. On a développé des missiles qui sont hypersoniques, donc ils peuvent atteindre là, 7-8 fois la vitesse du son. Ce sont des missiles qu'on peut lancer depuis l'espace. Écoute, ça ressemble un peu à des pointes de flèches, hein. C'est des véhicules comme des drones de forme triangulaire. Ils sont lancés, ils sont amenés sur une espèce d'altitude là, suborbitale et ensuite lancés vers une cible. Écoute, ces engins-là sont tout à fait incroyables. J'ai vu quelques données techniques concernant des appareils hein, qui ont été faits notamment par une compagnie aux États-Unis, la DORPA, qui travaille en collaboration avec l'armée américaine. J'ai vu les fiches techniques de certains de ces missiles hypersoniques. C'est absolument incroyable. Donc, on s'imagine que des technologies comme celle-là doivent exister chez d'autres nations. Ils ont peut-être même développé des choses encore plus performantes que ce qui se fait aux États-Unis. Mais là où je voulais en venir, Yannick, c'est que l'armée américaine s'est intéressée bel et bien à la question des ovnis, disons entre guillemets les soucoupes volantes. Elle s'est intéressée à ça jusqu'en 1969. Et on a appris beaucoup plus tardivement, donc en 1969, l'armée ferme ses livres et là, il nous dit, voilà, durant les années d'activité, nous avons enquêté sur 12 618 observations, là, clairement rapportées, et de ce nombre, 701 observations sont demeurées non identifiées. Des années après, en regardant des documents qui avaient été déclassifiés par la CIA, on a appris, et là ça revient un peu au témoignage que tu nous livrais, on a découvert en fait que près de 50%, certains diront que c'est beaucoup 50%, mais néanmoins les chiffres disent voilà que 50% de ces observations étaient probablement des avions espions américains. Donc, l'armée enquêtait sur la question des ovnis, mais ça devenait un peu un organisme, je dirais, de relations publiques. On disait aux gens, si vous voyez quelque chose dans le ciel que vous ne savez pas ce que c'est, n'appelez pas la presse, ne faites pas un grand tapage dans les médias ou ailleurs, contactez-nous parce que l'armée, nous, on s'occupe de ces observations. Donc, les gens sortaient à l'extérieur, c'était la guerre froide, hein? Et ce qu'on avait peur à ce moment-là, c'était pas les petits hommes verts, c'était les rouges, hein? On avait peur des Russes. Donc, les gens sortaient, les citoyens américains sortaient à l'extérieur, et là, ils regardaient dans le ciel, ils voyaient un objet, par exemple, il faut se rappeler que les premiers avions U-2 américains avaient un fuselage argenté, et ça faisait des points lumineux très, très
qui volaient très, très haut et très, très rapidement dans le ciel. Donc, les gens sortaient à l'extérieur, voyaient ça. Et là, évidemment, ils auraient pu appeler le journal pour dire « j'ai vu un ovni », mais très souvent, ce qu'ils faisaient, comme on disait, on répétait que l'armée américaine avait le fameux projet Blue Book qui s'intéressait à la question des ovnis, les civils contactaient l'armée, et là, l'armée, à l'autre bout de la ligne, disait « ah, merci, monsieur, de nous avoir appelés, on va prendre ça en note ». Et là, le citoyen avait l'impression que son devoir était fait, tu comprends? Oui. Mais à l'autre bout du fil, les militaires, eux, se disaient, parfait, un civil a observé un de nos U-2, parce qu'évidemment, eux avaient toutes les fiches techniques, les plans de vol. On se disait, bon, un citoyen a visiblement vu un U-2, mais on préférait que les gens croient en l'existence d'OVNI plutôt que de leur révéler qu'on avait des avions espions secrets et qu'éventuellement, tout ça se retrouve dans la presse. Donc, on soutient. Et là, évidemment, il faut être excessivement prudent avec les chiffres, mais on soutient que près de 50% des observations d'OVNI rapportées durant les années 50 et 60 auraient pu être des avions espions américains que l'armée a cachés ou dissimulés sous le vocable d'OVNI ou de soucoupe volante. Donc, je peux comprendre que, effectivement, on ne transmet pas de plan de vol et je peux comprendre que des pilotes qui sont soudainement confrontés à des engins qui sont relativement, on parle d'aéronefs, ben, très souvent, ces avions espions ou ces avions de demain qui sont développés dans certaines bases aux États-Unis, dont notamment la célèbre base de la zone 51, ben, il faut pas se cacher, ce sont les avions de demain. Donc, un pilote qui vole sur un appareil comme un F-18 ou un F-16 voit soudainement, essaie de t'imaginer, par exemple, dans les années 80, là, t'es un pilote, toi, tu voles sur un F-16 et soudainement, tu vois passer devant toi un bombardier B-2 ou un F-117 Stealth Fighter. C'est un avion furtif. Écoute, t'as l'impression que ça vient d'une autre planète, oui. Là. Les lignes aérodynamiques de ces avions-là ne ressemblent à rien de connu. Hein, pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, un bombardier B-2, on dirait un boomerang avec une bande dentelée par l'arrière. Et le F-117, ça ressemble à une espèce de triangle volant. C'est assez curieux, un char d'assaut en forme de triangle et avec des ailes. Donc, c'est quand même des avions dont les lignes aérodynamiques sont très, très, très particulières et qui ne ressemblent en rien à un F-14 ou un F-18 ou F-16. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, je peux comprendre que des gens qui ont observé ces phénomènes, vus du sol, par exemple, ont pu confondre à un moment donné qu'il s'agissait de véritables ovnis. Très intéressant. All right. Dans les prochaines minutes, Christian Page parle des végétariens. Ben oui, les végétariens. Écoute, on fait des blagues, on veut pas s'en prendre aux végétariens, mais tu sais, les gens qui s'adonnent, les gens qui font les végétariens nous disent, ben on mange des légumes, par exemple, on évite la viande animale parce que il y a pas de traumatisme, on tue pas des bêtes, donc on mange des légumes. Mais là, si l'idée est de pas provoquer un traumatisme, il y a une nouvelle étude qui pourrait malheureusement mettre un peu un bémol sur leurs affirmations. En fait, c'est une étude qui a été menée par des scientifiques de l'Université de Tel Aviv. Alors, je tiens tout de suite à te préciser, Yannick, que l'étude n'a pas encore été publiée dans un périodique scientifique. Elle n'a pas fait l'objet, donc, d'une critique par un comité de lecture. C'est une étude qui a été directement mise sur un site scientifique qui s'appelle le BioRxiv, donc un site quand même scientifique, mais qui n'a pas encore un comité de lecture. Donc, l'information, elle est disponible là. L'étude est là, on peut la télécharger et en prendre connaissance. Donc, les chercheurs de l'Université de Tel Aviv ont mené des enquêtes à propos des plantes. On a tous entendu parler de ces révélations. Ah, les plantes pourraient avoir des émotions, ce qui semble un peu difficile parce que, bon, les émotions ou même, par exemple, la douleur, elle est liée au système nerveux central et les plantes n'ont pas de système nerveux central. Donc, il faut quand même mettre un bémol là-dessus. Mais déjà, on savait que des plantes pouvaient émettre des composés volatiles et odorants dans l'air pour informer leurs congénères de la présence d'un prédateur autour, donc d'une menace. Donc, les plantes, par une espèce de processus qu'on envoyait dans l'air, ces plantes-là s'informaient entre elles. Il y avait des espèces d'émetteurs, et là, les plantes se disaient « Oh, il y a un danger ». Donc, ça, on savait que ça existait. Mais là, voilà que les chercheurs ont découvert que les plantes étaient capables d'émettre des ultrasons, en fait, qui vont de 20 à 100 kHz. Pour te situer, l'être humain entend entre 20 et 20 000 Hertz. Alors là, on parle ici de kilohertz, donc on est beaucoup plus élevé. Donc, ce sont des ultrasons. Et ils sont capables d'émettre ça, et il est possible d'entendre ces ultrasons à plusieurs mètres à la ronde.
Évidemment, les humains ne peuvent pas entendre cette longueur d'onde, mais par contre, c'est une longueur d'onde qui peut être audible pour les souris, les écureuils, les chauves-souris, les lézards, les mouches et les araignées. Donc, alors là, les scientifiques, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, voilà, les plantes sont capables d'émettre ces sons-là. En fait, c'est une espèce de cri. Hein? La plante lance un cri, mais est-ce que c'est vraiment un cri ou est-ce que c'est simplement une fonction naturelle? Alors, les chercheurs ont fait 2 études. Ils ont, dans un premier temps, utilisé des plants de tomates. Ensuite, ils ont utilisé des feuilles de tabac, des plantes de tabac. Et ils avaient, pour chacune des types de plantes, ils avaient 3 groupes. Ils avaient un groupe, disons, étalon, donc une belle plante en santé sur laquelle on faisait absolument rien. Une seconde plante qui, elle, était appauvrie, donc presque à un état de sécheresse. Et une 3e plante sur laquelle on venait de faire une bouture, donc une espèce de cicatrice sur la plante. Et là, on s'est aperçu, notamment pour les plants de tomates, et là, écoute, j'ai des chiffres devant moi. Ne me lance pas la pierre, je ne fais que signer les rapports de l'étude. Donc, sur les plants de tomates qu'on avait apportés à la sécheresse, les plantes lançaient 35 cris à l'heure. Donc, chaque cri durait quelques secondes et c'était dans cette gamme des 20 à 100 kHz. Donc, elle lançait comme ça 35 cris à l'heure. La plante qui, elle, qui avait eu une tige coupée, donc une bouture, lançait, elle, 25 cris à l'heure. Et la plante qui était laissée à elle-même, donc la belle plante en santé, elle lançait 1 cri à l'heure. Pourquoi? On l'ignore. Dans le cas des plantes de tabac, on observait à peu près le même phénomène, c'est-à-dire que les plantes qui étaient appauvries, qui étaient proches de la sécheresse, lançaient 11 cris à l'heure. Celles qui avaient eu une bouture, 15 cris à l'heure. Et celles qui étaient laissées, les plantes qui étaient saines, qui étaient laissées à elles-mêmes, avaient 1 cri à l'heure. On ne sait pas pourquoi à la fois les plantes de tomates et les plantes de tabac crient, même si elles sont en santé. Mais bref, on voit que aussi elles sont appauvries, donc presque sèches, ou si elles ont eu une bouture ou elles ont eu une agression quelconque, agression bien sûr que je mets entre guillemets, alors là, elles deviennent plus loquaces. Elles parlent davantage ou elles crient plus. Évidemment, tout ça fait réfléchir ceux qui veulent croire que les plantes peuvent effectivement sentir les interactions autour d'elles. Évidemment, trouveront là-dedans de quoi s'alimenter. Mais inutile de dire que cette recherche-là est loin de faire l'unanimité dans les milieux scientifiques. D'abord, les scientifiques mentionnent que les échantillons sur lesquels ont travaillé les chercheurs de l'Université de Tel Aviv sont beaucoup trop restreints. Hein. Donc, on a travaillé avec quelques plants de tomates et quelques plants de tabac. Il faudrait multiplier cette expérience-là des centaines, sinon des milliers de fois avec d'autres types de plantes pour voir si on observerait le même phénomène. Il faut également savoir qu'il y a un phénomène dans le domaine des plantes que les scientifiques connaissent bien qui s'appelle la cavitation. Et la cavitation, ça se produit lorsque les tissus qui transportent l'humidité des racines, donc l'eau des racines vers la plante, lorsqu'elle commence à être appauvrie en humidité, il y a de l'air qui va se former dans ces tissus et ces bulles d'air, lorsqu'elles éclatent, elles provoquent des ultrasons. Donc, on se demande, est-ce que les chercheurs de l'Université de Tel Aviv auraient pas simplement confondu un phénomène tout à fait naturel qui s'appelle la cavitation avec ce phénomène de cri de plante. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre d'autres études. Il faudra attendre, bien sûr, une publication dans un périodique scientifique avec un comité de lecture avant de se dire si oui ou non les plantes sont capables de crier leur désarroi. Mais déjà, pour les gens qui disaient que si les recherches devaient donner raison aux scientifiques, bien sûr, les végétariens devraient un peu reviser leur façon de voir leur alimentation. OK. Puis je dis quoi à ma grand-mère qui parle aux plantes, là? Elle peut continuer à parler à ses plantes. D'accord. Christian l'a dit. Ouais. On parle de cauchemars maintenant. Ouais, écoute, ça c'est assez intéressant. On a parlé à quelques reprises à l'émission de ces cauchemars, hein, les terreurs nocturnes, tout ça. Et on s'est posé, à un moment donné, on avait une invitée, on se posait la question pourquoi est-ce qu'on rêve. Puis là, bon, apparemment notre cerveau est capable de décanter durant la nuit. Hein, il fait un tri dans l'information qu'il a accumulée durant la journée. Et là, voilà que ce sont des chercheurs de l'Université de Genève. Eux, ce qui les a intéressés, c'est de savoir spécifiquement pourquoi est-ce que l'on fait des cauchemars et est-ce qu'il y a quelque chose à tirer des cauchemars? Est-ce que notre cerveau trouve un bénéfice dans le cauchemar? Et la réponse, Yannick, c'est oui.
notre cerveau trouve un bénéfice dans le cauchemar. Écoute, l'étude vient d'être publiée dans le très sérieux Human Brain Mapping, donc un périodique scientifique qui parle des neurosciences. Et là, on a fait des recherches. D'abord, on a pris un groupe de 18 personnes et on les a amenés dans un laboratoire de sommeil. Et là, donc, ces gens-là dormaient et pendant leur période de sommeil, évidemment, l'activité cérébrale était prise en compte, elle était monitorisée. Puis là, on regardait comment ça se passait. Et là, on réveillait les gens périodiquement dans la nuit pour savoir s'ils faisaient des cauchemars. Évidemment, 9 fois sur 10, la personne disait non, je suis en train de rêver à quelque chose. Puis là, il se rendormait. Parce que bon, dès on réveille quelqu'un, il est possible de se rappeler de son rêve, là, mais souvent, quelques minutes après le rêve, on oublie à quoi on rêvait. Donc, on les réveillait, puis là, instantanément, spontanément, êtes-vous en train de faire un cauchemar? Oui, puis ils décrivaient un peu le cauchemar. Donc, on a fait ça avec 18 personnes pendant plusieurs semaines. Et ensuite, on a regardé l'activité du cerveau lorsque des gens vivaient des espèces de stress, des périodes de stress dans la vie de tous les jours, des événements épeurants, des événements inquiétants, tout ça. Et ce qu'on découvre, c'est que les gens qui faisaient plus souvent des cauchemars que d'autres, la zone du cerveau qui gère le stress devant des situations inattendues ou inquiétantes, ces gens-là le percevaient de manière moins soutenue. C'est un peu comme si le cerveau tirait un bénéfice. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui fait un exercice. Je fais tellement d'exercices avec des cauchemars que mon cerveau réussit à mieux gérer des situations de stress dans la vie lorsqu'il est en éveil ou des situations inattendues. Donc, quelque part, le fait de faire des cauchemars permet à notre cerveau de mieux se familiariser avec des situations qui, dans la vraie vie, seraient inquiétantes ou épeurantes. Donc, il y a quand même donc un bénéfice à tirer de ça et ça vient d'être publié dans le Human Brain Mapping. Vous l'aurez appris sur les ondes de Radio X à Radio X-Files. Bon vendredi 13, merci d'être là. Ce soir, le sujet, Christian, on parle de la vague d'OVNI sur la Belgique. Oui. Voilà, effectivement, une vague qui s'est produite, qui a débuté en novembre 1989, qui a perduré selon les sources, soit jusqu'en 1991 ou 1993, selon soit les médias ou soit les organismes sur place. Et j'ai fait une entrevue à ce sujet avec Jacques Scornaud, un ufologue qui vit aujourd'hui à Paris, qui est originaire de la Belgique, qui a été membre de la SOBEPS, la Société belge d'études sur les phénomènes aérospatiaux, donc qui a bien suivi cette vague d'observation sur la Belgique. Et ce qui est intéressant de Jacques Scornaud, c'est, et tu le sais Yannick, j'en ai souvent parlé, ce qui m'intéresse dans les phénomènes paranormaux, que ce soit les ovnis, que ce soit les fantômes, les monstres, ou etc., ce qui m'intéresse, c'est d'abord et avant tout l'aspect sociologique de la chose. Pourquoi les gens croient ça? Comment c'est véhiculé dans une communauté? Comment ces phénomènes-là vont finalement vivre d'eux-mêmes à travers la culture? Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, l'étude sociologique des phénomènes paranormaux, davantage que le phénomène lui-même. Bien sûr, je suis comme n'importe qui. J'aimerais savoir s'il y a une vie après la mort, si les fantômes existent, si on est visité par des extraterrestres. Mais au-delà de ces questions, c'est la façon dont ces phénomènes-là sont vécus, rapportés, gérés dans une communauté, dans une collectivité, c'est ce qui m'intéresse. Et lorsque j'ai parlé avec Jacques Scornaud, on a à peu près la même vision là-dessus, c'est-à-dire que l'aspect sociologique des phénomènes est très important, sinon plus importante encore que le phénomène lui-même. Donc, c'est une entrevue qui est fort intéressante parce que oui, on va parler du phénomène lui-même, donc l'observation d'ovnis sur la Belgique, mais on va également parler de la communauté des gens qui voyaient les ovnis, quel était le contexte socio-culturel à l'époque, en 1989. Donc, tous ces éléments-là et comment, 30 ans plus tard, on peut décanter ces événements-là, des événements qui ont particulièrement marqué l'ufologie européenne. Alors, sur ce, voici l'entrevue avec l'ufologue français Jacques Scornaud. Jacques Scornaud, bienvenue à cette émission des radios X-Files. Aujourd'hui, notre sujet sera la vague belge. Mais avant d'aborder le sujet, j'aimerais vous introduire à nos auditeurs. Donc, vous êtes né en 1946 à Bruxelles. Vous êtes docteur en sciences chimiques de l'Université de Bruxelles. Vous avez commencé à vous intéresser aux ovnis en 1962. Vous êtes devenu membre de la SOBEP dès sa formation en 1971. Vous êtes demeuré membre de l'organisation jusqu'en 2007. Entre
1973 et 1974, vous avez été le secrétaire général adjoint de l'organisation. Vous avez ensuite déménagé dans la région parisienne pour des raisons professionnelles. Vous avez rejoint le magazine Lumière dans la nuit, qui, pour les amateurs d'OVNI, a fait un peu la pluie et le beau temps sur la scène francophone dans les années 70 et 80. Vous avez signé en 1976, en co-auteur avec Christiane Piens, un ouvrage à la recherche des OVNI, publié chez Marabout. Et ensuite, vous avez vous avez participé au collectif organisé par Thierry Painvédic qui s'intitule OVNI vers une anthropologie d'un mythe contemporain. Donc, vous êtes sur l'échiquier français, l'un des ufologues les plus en vue. Vous êtes une véritable référence dans ce domaine. Et ce que ces notes biographiques ne disent pas, c'est que, depuis quelques années maintenant, vous êtes le secrétaire du SCO, un acronyme qui veut dire sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques, ce qui, bien sûr, est quelque chose que les Américains auraient tout intérêt à apprendre parce que, au fil des ans, les ufologues disparaissent, les organisations également disparaissent et souvent les archives sont perdues. Alors, cette initiative de conserver les documents est tout à fait extraordinaire. Ce que les notes biographiques ne disent pas non plus, c'est qu'en 2003, vous avez participé à ma série Enquête sur les OVNI. On s'était rencontrés à Paris, tout près du boulevard de la Grande Armée, justement, pour discuter de cette question des OVNI. Et si j'ai mentionné à dessein votre rôle au sein de la SOBEPS, c'est parce que, en 1989, lorsque va survenir cette vague sur la Belgique, la SOBEPS, la Société belge d'études sur les phénomènes spatiaux, se retrouvera donc en première ligne lors de ces manifestations. Et vous, comme tous les membres de la SOBEP, et qui étaient quand même à cette époque très actifs sur le terrain, vous avez suivi ces événements avec beaucoup d'intérêt. Et aujourd'hui, donc 30 ans plus tard, on s'interroge toujours sur certains éléments de ces manifestations. Et je me suis dit, pourquoi ne pas commencer par le début? Donc, Jacques Scourneau, nous sommes en 1989. Les premières observations d'OVNI seront rapportées. Alors, racontez-nous comment ça se passe avant de faire un décantage des événements. Oui, les choses ont effectivement commencé près de la ville d'Eupen, non loin de la frontière allemande, dans cette minorité de Belges qui ont pour langue maternelle l'allemand. Et rapidement, des gens de la SOBEPS, avec en tête Jean-Luc Vertongen, malheureusement décédé depuis quelques années, qui était donc directeur de la section enquête de la SOBEPS. Il s'est rendu avec ses collaborateurs à Eupen. Et comme il me l'avait dit à l'époque, à Eupen, à notre arrivée, les gens marchaient la tête en l'air. Les gens étaient vraiment touchés par cette affaire. Ils n'avaient pas tous vu, bien sûr, mais enfin plusieurs personnes habitant Eupen l'avaient vu, ces phénomènes mystérieux. Et donc, la population d'Eupen était quand même assez secouée par cela. Alors, cette vague, moi, je l'ai suivie d'assez loin, parce que j'étais déjà à Paris à l'époque. Et effectivement, ça semblait vraiment très intéressant parce que ça s'est répandu peu à peu dans tout le pays, davantage quand même dans la partie francophone de la Belgique, plus que dans la partie néerlandophone. Et la SOBEP, finalement, il faut la saluer pour cela, a agi rapidement. Elle a envoyé ses enquêteurs dans toutes les directions. Ensuite, évidemment, ils ont même publié un livre sur la vague belge. La SOBEP, semblait avoir fait un très bon travail. Mais faut bien dire qu'au fil des années qui ont suivi, comme vous le savez sans doute, il y a tout de même de plus en plus d'ufologues qui sont devenus des ex-ufologues, dirais-je, parce qu'ils ont commencé à réfléchir, à se dire que même certains cas ufologiques, notamment de la vague belge, mais ailleurs aussi, d'importants cas français, finalement, quand on faisait, avec un certain recul dans le temps, une contre-enquête, il apparaissait que certains cas qui avaient paru extrêmement solides sur l'instant même ne l'étaient pas autant qu'on pouvait le penser. Et c'est notamment ce qui s'est passé dans les années suivantes à propos de la vague belge. Il y a eu des contre-enquêtes qui ont été faites et on s'est aperçu de certaines choses que, d'une part, à Eupen et environ, près de la frontière allemande, il y a tout de même pas mal de manœuvres militaires qui ont lieu, notamment dans le cadre de l'OTAN, des coopérations évidemment entre l'armée belge et l'armée allemande, notamment de l'armée de l'air, et que peut-être certains
supposés ovnis observés à Eupen environ pouvaient être, disons, des appareils militaires qui, bien sûr, faisaient des exercices de nuit. On s'est également aperçu dans une autre région de la Belgique, aux environs entre Namur et Charleroi, où on avait vu des ovnis supposés portant de nombreuses lumières, et il est apparu que dans cette région où se concentraient des observations d'ovnis lumineux la nuit, il y avait pas moins de 3 petits aérodromes dont décollaient des ULM, et il y a malheureusement pour les gens dont la foi en les ovnis demeure intacte, il faut bien se poser la question qu'il a pu y avoir, après que la vague ait débuté, des gens qui ont voulu faire des plaisanteries, et on peut penser que certains des ovnis qui ont été observés dans cette région à l'époque étaient en fait des ULM garnis de guirlandes de lumière. Je me permets, Jacques Scourneau, de vous interrompre ici en disant, il faut quand même mentionner que parmi les premiers témoins, il y avait des gendarmes, et j'imagine, parce que c'est toujours un peu la même chose, même ici au Québec, la situation est semblable. Lorsqu'une observation d'OVNI est cautionnée par des policiers ou des gendarmes, on a toujours l'impression que le témoignage est plus solide, alors que les recherches menées autant par le GEPAN, à l'époque en France, qui est maintenant le GEPAN, ou d'autres organisations ufologiques amateurs, ont clairement démontré que lorsque l'on observe quelque chose dans le ciel, et on ne sait pas ce que l'on observe, que l'on soit policier ou qu'on soit boulanger, les interprétations restent tout à fait évasives. Oui, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, parce que je comptais justement parler de cet aspect, que les témoins, même s'ils sont dignes de foi, comme on dit, si manifestement ils sont sincères, ils n'ont pas voulu faire un canular, des canulars il y en a eu, comme je viens d'en parler à propos de ces ULM, mais c'est certain qu'un gendarme, un policier, on peut penser qu'ils vont honnêtement raconter ce qu'ils ont vu sans exagérer, mais c'est des êtres humains, ils sont faillibles et ils ont pu se tromper, d'autant plus que dans l'atmosphère qui régnait à l'époque, parce que vraiment la population belge a été très concernée par ces événements, et donc au fil du temps, les gens ont pu s'imaginer des choses en toute bonne foi, et effectivement, même des gens instruits, même des gens sérieux, comme justement les forces de police, ont pu en toute bonne foi se tromper. Alors, je vais parler d'un autre, un cas particulier dont j'avais discuté avec mes collègues belges. Au-dessus de Bruxelles, donc en pleine ville, on voit donc un objet rougeâtre qui s'avance dans le ciel. À un certain moment, cet engin ou objet s'arrête et puis repart en ayant changé de direction. Alors, le problème, c'est que la direction dans laquelle l'objet se dirigeait après avoir tourné, c'était celle de l'un des principaux hôpitaux de la région bruxelloise. Et la couleur rouge peut faire penser à un hélicoptère de secours qui transportait un malade ou un grave blessé vers cet hôpital. C'était la nuit, bien sûr, c'était pas très clair, donc les gens, encore une fois, ont pu en toute bonne foi, parce que tout le monde parlait d'OVNI à l'époque, assimiler ce qui était sans doute un hélicoptère de secours, était pris pour un OVNI. Et donc, au fil des années, donc ensuite il y a eu des contre-enquêtes sur divers cas de la vague belge, et il faut bien le dire que peu à peu, la baudruche s'est dégonflée, et qu'il reste sans doute des cas inexpliqués, mais le problème, c'est que quand on dit cas inexpliqué, l'ufologue pense c'est un OVNI. Ah non, un cas inexpliqué, il était expliqué, point final. Ça peut être des tas de choses. Je parlais donc de manœuvres militaires aériennes dans la région d'Eupen, de cet hélicoptère sans doute de secours. Bon, tous les gens qui ont parlé d'OVNI étaient sincères, étaient des gens, on parle tout à l'heure des policiers ou gendarmes, il n'y a eu aucune volonté, je pense, de monter des canulars, dans quelques cas sans doute, mais la majorité des gens, comme toujours, la majorité des témoins d'OVNI, sont des gens sincères, ce sont, comme disait quelqu'un, ce sont des gens ordinaires,
qui vivent une expérience extraordinaire, du moins qu'ils prennent pour extraordinaire. Et donc la vague belge, maintenant, je crois qu'il faut quand même la considérer avec beaucoup plus de circonspection qu'à l'époque. Alors, donc des ufologues français qui ont été pendant longtemps des gens qui croyaient à fond que les ovnis existaient, étaient d'origine extraterrestre. Puis, avec un recul du temps, des cas français anciens ont été réenquêtés et il est apparu dans certains cas que les choses n'étaient pas aussi nettes, aussi précises que l'on pensait à l'époque. Par exemple, on demande aux témoins quelle distance étiez-vous du phénomène observé. Les témoins, surtout quand c'est la nuit, et les observations d'OVNI arrivent assez souvent la nuit, tout le monde n'est pas capable, dans ces circonstances, d'estimer avec précision la distance où se trouvait l'objet. Et des investigations refaites par après ont montré que, effectivement, les gens avaient tendance à donner une estimation en toute bonne foi, encore une fois, assez erronée de l'objet, qui était souvent plus loin qu'il ne leur avait semblé au départ, et donc qu'ils en avaient une vision moins précise. Donc, c'est ainsi que peu à peu des tas d'ufologues en France, en Belgique et ailleurs se sont mis à réfléchir et à dire au fond, est-ce que les ovnis sont bien ce qu'on pensait qu'ils sont? Et bien sûr, il y a d'autres ufologues par contre sont restés sur leur conviction initiale et nous, les gens qui ont pris un peu de distance, on s'est fait traiter de debunkers, alors que notre but n'est absolument pas de démolir. Hein. Moi, franchement, j'avoue, j'aimerais que les ovnis existent. J'aimerais qu'il y ait une vie extraterrestre et qu'on puisse un jour entrer en contact avec des intelligences extraterrestres. Moi, je m'intéresse à tout ce qui est projet SETI et autres. Oui, j'aimerais savoir s'il y a de la vie ailleurs, et en particulier de la vie intelligente. Mais de là à dire que cette vie intelligente est venue nous visiter, ça, j'en suis nettement moins sûr que je ne l'étais il y a 10 ou 15 ans. Mais attention, ça ne veut pas dire que je nie que ça puisse exister. Hein, parce que on se fait appeler le débunker, on est considéré que par les ufologues dont la foi demeure intacte, comme des traîtres, faut bien le dire, mais moi, je n'ai absolument rien, et maintenant encore, contre l'hypothèse que les extraterrestres existent et puissent venir nous visiter. Simplement, je pensais il y a 15-20 ans qu'on avait, avec les ovnis, quasiment des preuves de leur visite. Maintenant, je dis, soyons prudents. Hein, peut-être que les ovnis, finalement, n'ont rien à voir que des visites d'extraterrestres, mais je tiens à préciser que je demeure ouvert à l'existence de ces phénomènes. Hein, peut-être que demain on aura un cas vraiment béton, comme disent les ufologues dans leur jargon, et donc là il s'est créé donc une malheureuse dissidence parce que on se fait traiter de débunkers, de négateurs, alors que pour moi je me dis sceptique désormais, mais pour moi la définition de sceptique, c'est quelqu'un qui doute, quelqu'un qui s'interroge. Hein, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui nie a priori. Ce sont deux attitudes radicalement différentes. Mais ça, les ufologues, dont la foi demeure intacte, le comprennent très mal. Nous sommes des négateurs, on veut détruire, on est des débunkers, et le dialogue est souvent difficilement possible. Moi, je vis exactement le même genre d'expérience ici au Québec, parce que, comme vous l'avez mentionné, il y a 15 ou 20 ans, je prenais parti pris pour certaines observations d'OVNI qui me semblaient a priori béton, et avec le recul, on s'aperçoit que c'est peut-être pas aussi convaincant qu'on l'avait cru dans une première instance. Mais lorsque l'on parle de la vague belge, je nous ramène là-dessus, il y a quand même 2 ou 3 événements que les ufologues encore aujourd'hui évoquent, et je pense par exemple à Leslie King qui mentionne ça dans son ouvrage, 2 ou 3 événements qui ont particulièrement marqué la vague belge et que certains présentent encore comme étant des preuves. Et l'un de ces éléments, c'est une détection radar qui s'est produite dans la nuit du 30 au 31 mars 1990. À cette époque, la SOBEPS, d'ailleurs un très très bon travail, comme vous l'avez mentionné, avait réussi à se joindre, à obtenir la collaboration des forces armées belges. Et là, dans cette nuit du 30 au 31 mars, il y a eu l'envoi de 2 F-16
pour essayer de traquer cet ovni qui se trouvait dans la région de Bruxelles. Et il y a eu une détection radar. Et beaucoup de gens, je me rappelle, à l'époque, il y avait eu une conférence de presse par le général de Brouwer qui avait présenté ces images à la presse en disant, voilà une preuve très convaincante de la présence des ovnis. Et là aussi, cette histoire de détection radar a un petit peu été mise à mal au fil des ans. Oui, effectivement, là, moi, je suis pas du tout un expert en radar, mais ce que je peux dire, c'est que là aussi, maintenant, sans exclure évidemment totalement l'hypothèse ufologique, qu'il y a peut-être d'autres explications. Je ne sais, comme je suis pas un expert, je pourrais pas vous détailler ça, mais effectivement, là aussi, ce cas-là n'est plus considéré comme vraiment béton. Disons que là, le débat demeure ouvert, mais désormais, on fait preuve de bien plus de prudence avant de conclure que cette observation radar est vraiment due à ce qu'on appelle un ovni. Mais je dis encore une fois, il faut rester ouvert, et c'est ce que les purs et durs de la croyance aux ovnis comprennent mal, c'est que le but n'est pas de détruire l'ufologie, le but est simplement qu'il faut être prudent et que, comme vous venez de le dire pour le cas radar belge, quelque chose qui paraît tout à fait solide au départ, ensuite, quand plusieurs personnes se penchent dessus, quand d'autres opinions sont émises, des simulations sont faites, etc., et il apparaît que les choses ne sont pas, hélas, diront ceux qui tiennent à ce que l'ufologie continue et que l'on puisse tout de même espérer un jour avoir un contact avec des extraterrestres. C'est évidemment, pour les gens qui espèrent cela, c'est un peu désolant, c'est un peu triste, et je les comprends, parce que moi-même, j'aimerais qu'il y ait une vie extraterrestre intelligente. Donc, sur ce point-là, je demeure dans le même, je dirais pas l'espérance, mais enfin le même domaine qu'eux. Mais je dis simplement, pour moi, actuellement, je pense pas qu'il y ait un seul cas d'OVNI qui soit vraiment à lui seul une preuve solide que l'extraterrestre nous observe. Peut-être que demain une belle preuve arrivera, mais pour l'instant, je pense que la prudence conseille de ne pas considérer l'affaire comme conclue, ni dans un sens ni dans l'autre. Il faut, et c'est être un sceptique, c'est quelqu'un qui doute, c'est pas quelqu'un qui veut démolir, mais il dit attention, c'est peut-être pas aussi sûr qu'on le croyait. Oui. J'allais dire, Jacques Scourneau, vous évoquez beaucoup ce manque de prudence que certains ufologues ont manifesté par rapport à des observations d'OVNI. Et on peut dire, et là je ne vais pas faire le procès de la SOBEPS, mais on a accusé par exemple la SOBEPS d'avoir dans un premier temps trop focalisé sur des observations où on évoquait des triangles volants et avoir mis de côté d'autres types d'observations parce que c'était bien sûr ce qui était rapporté le plus fréquemment dans la presse. On a également accusé la SOBEPS d'avoir agi avec beaucoup trop de légèreté par rapport à un cliché qui a été pris en avril 1990 à Petit-Rochin. Là, on est dans l'est de la Belgique, et ce cliché montrait un de ces fameux triangles volants. La SOBEPS a publié 2 ouvrages sur la vague belge. Elle a mis en couverture cette photographie qu'on appelle la photographie de Petit-Rochin. Ils ont présenté toutes sortes d'analyses qui démontraient que la photographie ne pouvait pas être truquée, alors que de l'autre côté, les sceptiques, des associations sceptiques, avaient clairement démontré qu'avec une maquette, on pouvait éventuellement produire une image assez semblable. La SOBEPS a fait la sourde oreille à ces démonstrations. Et voilà qu'il y a quelques années, Patrick Maréchal, l'auteur de la photographie, a avoué que le cliché n'était en fait qu'une maquette qu'il avait suspendue en l'air avant de prendre la photo. Oui, effectivement, une vingtaine d'années après les faits, l'auteur de la supercherie s'est dénoncé, et ça a créé un choc, évidemment, parmi les ufologues belges les plus engagés, et en particulier par le professeur Auguste Mécène. C'est un authentique professeur d'université, donc professeur de physique, et lui s'est fortement engagé dans la SOBEPS, et particulièrement dans l'hypothèse extraterrestre. Sa
première réaction était d'incrédulité quand l'auteur de la photo s'est dévoilé. Alors il a voulu le rencontrer. Je n'ai plus de contact avec le professeur Mécène depuis longtemps. Il doit toujours être en vie, mais il doit être très très âgé maintenant. Je ne sais pas ce qu'il en est ressorti de son entretien avec l'auteur de la photo. Mais c'est bien un élément parmi tant d'autres qui montre bien qu'il faut être prudent et ne pas s'emballer trop vite. Et évidemment, vous parlez de triangle. Dès l'instant que la SOBEPS avait commencé à parler de triangle, eh ben, dans les semaines qui ont suivi, qu'est-ce que les gens ont vu? Des triangles. Il est évident que l'attitude de la SOBEPS, encore une fois, en toute bonne foi, hein, il n'y a pas aucune intention de leur part de tromper les gens, mais le fait que la SOBEPS ait parlé énormément de triangles a fait que les gens ont vu des triangles. Or, comme j'ai l'habitude de dire, il suffit de 3 points qui ne sont pas en ligne droite et on a un triangle. C'est une figure qui a été aisée de réaliser, et des tas d'objets peuvent avoir un aspect triangulaire. Mais ça montre bien la façon dont une association, encore une fois en toute bonne foi, peut avoir une influence sur la population. Et la SOBEPS, finalement, elle a peu à peu décliné, dont son animateur principal, M. Clerbeau, déjà mort il y a quelques années. Et à l'époque, on s'était un peu disputé, mais on s'est réconcilié par la suite. Et quand je passais à Bruxelles, j'allais régulièrement le voir. Et je l'ai vu 3 jours avant son décès. Il doit aller à l'hôpital, subir une opération. Malheureusement, il ne s'est pas réveillé de l'opération. Mais c'était un homme, donc, sincère, il n'y a aucun doute. Hein, il n'y a eu aucune volonté à la SOBEPS de tromper délibérément les gens. Les gens de la SOBEPS croyaient profondément à ce qu'ils faisaient, et au début de la vague, ça pouvait sembler se justifier. Donc la SOBEPS n'existe plus, mais il y a maintenant en Belgique un groupe qui s'appelle le COBEPS. C'est plus la société, mais le comité d'études des ovnis et les comités d'études spatiaux. Et une bonne partie des membres du COBEPS, qui est une organisation plus faible, ils n'ont pas de local, c'est un groupe de personnes qui collaborent ensemble, ce n'est plus ce que c'était autrefois, mais eux, ils continuent à enquêter sur ce qui se passe en Belgique. Patrick Ferrin, qui était l'une des chevilles ouvrières de la SOBEPS, en est membre. Il faut bien reconnaître que quand ils font des enquêtes, ils finissent par trouver une explication prosaïque. Ce qui m'a frappé dans l'histoire de ce Patrick Maréchal et de la photographie de Petit-Rochin, c'est à partir du moment où il reconnaît qu'il s'agit d'un canular, qu'il a suspendu une maquette, et puis en fait, l'histoire lui a échappé un peu des mains. Il prend cette photographie, la présente à l'usine, à des collègues de l'usine. Il a l'impression que l'histoire n'ira pas plus loin, mais malheureusement, elle va se retrouver éventuellement entre les mains de la SOBEPS, et voilà que l'affaire est partie en vrille. Ce qui m'a frappé, c'est qu'à partir du moment où Patrick Maréchal avoue le canular, on a vu une espèce de levée de bouclier où des ufologues, cette fois, accusaient Patrick Maréchal d'avoir falsifié ses aveux. Et c'est vrai que c'est un phénomène qu'on retrouve souvent dans le domaine des ovnis. Lorsque des gens reconnaissent un canular, on se met à douter de la bonne foi du type qui reconnaît le canular. C'est quand même paradoxal. Oui, je ne sais pas si des gens ont vraiment douté de la sincérité de l'auteur de la photo, mais en tout cas, ils ont été très surpris. Et c'est pour ça que le professeur Mécène, comme je vous disais, a voulu immédiatement rencontrer l'auteur de la photo, parce qu'il ne parvenait pas à y croire, il disait, c'est pas possible, cette photo est trop parfaite. Et donc, enfin, alors je ne sais pas comment, parce que j'avais déjà quitté la Belgique depuis pas mal de temps quand la vérité a éclaté, et je n'ai plus rencontré le professeur Mécène depuis, et donc je ne sais pas si finalement il a été convaincu que c'était bien un canular, mais ça a dû être très dur pour lui, parce qu'il s'était vraiment tellement engagé en faveur des ovnis. Il n'est pas le seul, évidemment, hein. De nombreux scientifiques nombreux. Il faut un peu relativiser, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de physiciens, de mathématiciens, de chimistes qui sont engagés en faveur des ovnis. Mais vu le nombre de scientifiques qu'il y a aujourd'hui dans le monde, qui est évidemment bien plus grand qu'autrefois, c'est même en fait une minorité, hein, des scientifiques qui ont opté pour la croyance aux ovnis. Mais ce qui montre bien qu'avoir une bonne formation scientifique,
d'être quelqu'un de cultivé, d'intelligent, que ça ne protège pas tout le monde contre le désir de croire. Il y a bien un désir de croire que je comprends. Moi-même, comme je disais tout à l'heure, je serais heureux qu'il y ait d'autres vies intelligentes dans l'univers. Alors, quand on a envie que quelque chose existe, on passe facilement à croire qu'effectivement on a une preuve qu'elle existe. C'est une tendance tout à fait normale chez l'homme, ça n'a rien de pathologique, ça fait partie de la nature humaine. Donc il ne faut pas tout de même en vouloir trop aux ufologues, dont la foi demeure intacte, parce que leur comportement est tout banalement humain. Il ne faut pas, comme on dit, brûler ce qu'on a adoré. J'ai quand même passé des années intéressantes à m'occuper d'OVNI. Et maintenant, je reste tout de même dans le bain, puisque vous avez cité le SEAU. En fait, je suis le président du SEAU, et le siège du SEAU est ici, chez moi. Et donc, parce qu'on s'est dit que même si les OVNI sont en fin de compte un phénomène, disons, socio-psychologique, ça a touché tellement de gens dans tellement de pays et pendant tellement de temps qu'on peut considérer que c'est là un phénomène sociologique, mais qui est typique de notre époque. Et qu'il serait dommage que toutes les archives sont accumulées depuis tant d'années en ufologie, il serait dommage qu'elles soient perdues parce que les psychologues et sociologues universitaires de l'avenir auront là une riche matière à étudier sur ce qu'étaient les croyances, les mœurs du XXe siècle. Aussi, donc, on s'efforce de récupérer autant que possible les archives des associations ufologiques dont beaucoup ont maintenant disparu, et de même que aussi des chercheurs indépendants, bien sûr, qui ne faisaient pas partie d'une association. Mais c'est pas toujours possible parce que, vu qu'au sein du SEAU sont essentiellement des gens qui ont plus ou moins perdu la foi en les ovnis, donc on nous traite évidemment de débunkers, et des tas de gens qui croient encore à fond aux ovnis, nous accusent de récupérer les archives pour les détruire. Alors, puisque évidemment, nous sommes malhonnêtes, au fond de nous, on sait très bien que les ovnis existent, mais on est hostile, on veut les détruire. C'est d'autant plus idiot ce qu'ils disent là, que ces archives, quand on les a inventoriées, on les dépose dans des archives publiques françaises, archives départementales et archives nationales. Et tout citoyen français peut aller aux archives nationales ou départementales, vérifier que les archives sauvées par le SEAU s'y trouvent bien. Mais voilà, ils sont tellement butés qu'ils n'iront pas voir, enfin certains d'entre eux sont tellement butés qu'ils n'iront pas voir, parce que pour eux c'est une chose acquise qu'on veut détruire les archives prouvant l'existence des ovnis. Vous voyez, là, chez certaines personnes, je dirais qu'on n'est pas loin de toucher à la paranoïa. Ouais. Heureusement, c'est pas tous comme ça. Il y a aussi des ufologues qui ont encore foi en les ovnis, qui collaborent avec nous. Le SEAU est ouvert à tout le monde qui s'intéresse aux ovnis. Le SEAU n'est pas un groupe sectaire, et certains ufologues ont très bien compris, heureusement, notre but, et c'est ce qu'on a recueilli souvent, maintenant, de plus en plus souvent, malheureusement, parce que par le décès de personnes qui ont travaillé longtemps en ufologie, bien sûr, certaines archives importantes nous ont échappé, mais n'empêche que il y a là une matière intéressante à étudier. Et comme tout, nous on ne fait aucun tri, tout est sauvegardé, même les documents qui passent les plus stupides après eux, on conserve tout, comme ça tous les gens qui s'intéressent à ce phénomène, quelque angle que ce soit, pourront avoir accès à un maximum d'archives, voyez-vous, parce que donc c'est bien la preuve qu'on peut être devenu plus ou moins sceptique, mais s'intéresser toujours d'une manière différente au phénomène. Ouais. Une des bonnes leçons qu'on peut tirer de la vague belge, et je me lance là, est-ce qu'on peut dire que les mécanismes qui ont marqué la vague belge, c'est-à-dire donc ces premières observations jugées comme très crédibles parce que rapportées par des gendarmes, ensuite l'intervention de la presse, l'intervention de la SOBEPS, l'intervention de l'armée, est-ce que l'on peut dire que ces mécanismes qu'on a vus avec la vague belge, on pourrait les appliquer à peu près à l'ensemble des vagues
vagues d'observation d'OVNI, parce que la vague belge n'est pas unique. En 1954, la France a été marquée par une vague d'observation d'OVNI. Les premiers atterrissages d'OVNI se sont produits durant la vague de 1954 en France. 1952, c'est aux États-Unis qu'une vague semblable s'était produite. 1973, encore une fois aux États-Unis. Et on a l'impression que ce sont toujours les mêmes mécanismes, c'est-à-dire qu'une série d'observations jugées au départ comme très crédibles, ensuite la presse qui va se faire l'écho de ces observations, et voilà qu'on a une espèce, je mets le mot entre guillemets, mais on a une espèce d'hystérie collective qui se développe dans certaines communautés, où là, on se met à voir soudainement la tête en l'air, comme vous disiez, on se met à voir des ovnis un peu partout. Oui. Hystérique est peut-être un petit peu trop poussé, mais c'est vrai que le mécanisme est le même. Les êtres humains, même si leur culture diffère, leur religion diffère, il y a tout de même des réactions qui sont fondamentalement humaines et qu'on retrouve un petit peu partout avec des variantes culturelles locales, bien sûr. Et ce qu'est homme a remarqué dans les vagues qui ont lieu successivement dans différents pays, c'est que dans les vagues les plus récentes, comme la vague belge, parce que tout de même depuis lors il n'y a plus de très grandes vagues, ou alors dans des pays dont on a peu de renseignements, c'est que dans la vague belge, il n'y a pas une seule observation d'atterrissage avec débarquement d'humanoïdes. Alors qu'en 1954 en France, il y a eu de nombreux cas d'observation d'humanoïdes descendant de leur soucoupe. Et dans les vagues américaines anciennes aussi, bien sûr. Alors, même si la vague belge a pris une grande importance à l'époque, il est même ce fait qu'on n'a pas vu d'entités humanoïdes ou d'autres formes sortir de l'OVNI, puisqu'il n'y a même pas eu d'atterrissage. Alors, est-ce que les extraterrestres sont devenus plus précautionneux au fil du temps? Mais je pense quand même qu'il y a peut-être déjà un certain épuisement du temps au moment de la vague belge, parce qu'enfin, les Belges, même s'il n'y a pas eu de grande vague chez eux auparavant, ont lu des tas d'ouvrages sur les ovnis, bien sûr, où on parle fréquemment d'observations d'humanoïdes qui débarquent. Alors, il y a une question que je me pose et j'ai pas de réponse. C'est pourquoi il n'y a pas une seule observation de l'humanoïde supposé extraterrestre dans la vague belge. Ça peut être dû à quelque chose de très prosaïque, à savoir la densité de population. Les cas avec humanoïdes se déroulent en général dans des zones assez désolées, dans la campagne, dans la montagne. Bon. En Belgique, ça doit être après les Pays-Bas, peut-être le second pays au monde en densité de population. Donc peut-être que ce manque de grands espaces sans habitation est peut-être la cause du fait qu'on n'a pas observé d'atterrissage d'OVNI. Donc la densité de population, la géographie du pays s'y prêtait peut-être mal, mais c'est quand même un peu mystérieux. Moi, je me demande si, mis à part de cette question de densité de population, il n'y a pas quand même déjà au moment de la vague belge un certain essoufflement de la croyance aux ovnis qui fait qu'il n'y ait plus de cas aussi fantastiques que ceux qu'on observait auparavant. Tout ça, ça me ramène à penser que dans l'ufologie, il y a quand même énormément de choses qui seraient intéressantes à étudier de la part des sociologues. Et malheureusement, ils sont trop peu nombreux. Il y en a plusieurs, j'en connais, mais je m'étonne même que, vu l'ampleur que l'ufologie a pris à certaines époques dans le monde, je m'étonne qu'il n'y ait pas eu davantage d'études sociologiques ou psychologiques sur le sujet. Études psychologiques, c'est déjà plus délicat parce qu'évidemment, on ne peut pas dire le témoin de telle observation a été cinglé. Évidemment, c'est pas possible. Mais dans le cas de simples observations dans le ciel, là, et je pense qu'il n'y a aucune honte à dire que les gens peuvent s'être trompés et que dans toute bonne foi et même en étant très intelligents, ils ont pu faire une erreur d'interprétation. Donc, on est un peu déçus parce qu'il est arrivé au saut que des chercheurs nous demandent d'accéder à nos archives, mais
on était un peu déçus par le manque, disons, d'enthousiasme des chercheurs en sociologie, en psychologie, d'étudier ce phénomène. Il demeure quand même un petit peu maudit, ce phénomène des ovnis, un petit peu. Alors, je crois que les chercheurs universitaires patentés, pour l'instant du moins, continuent à éviter d'en parler trop, parce que sans doute craignent-ils qu'on les accuse de traiter les témoins de cinglés, ce qui ne serait pas le cas, mais enfin, dès qu'on met non pas la bonne foi, mais dès qu'on met les capacités d'observation de quelqu'un, ou l'interprétation que les gens donnent à ce qu'ils ont vu, dès qu'on le met en doute, les gens ont tendance à réagir. Non, je suis pas fou, je suis pas cinglé, et j'ai bien vu ce que j'ai vu. Alors, donc le terrain est peut-être quand même un petit peu dangereux pour les sociologues et psychologues. Peut-être que quand davantage de témoins auront disparu, peut-être qu'à ce moment-là, les sciences sociales et psychologiques s'y intéresseront davantage. Mais malheureusement, ils n'auront plus de témoins en face d'eux. Dites-moi, Jacques Scourneau, durant la vague belge, on a beaucoup accusé les témoins d'avoir confondu des ovnis avec des avions secrets militaires américains. Je pense entre autres au F-117 Stealth Fighter, un avion furtif. Et aujourd'hui, on sait avec la déclassification, entre guillemets, des documents de l'armée américaine, et on sait également que le gouvernement belge avait adressé une demande officielle au gouvernement américain pour savoir s'il y avait eu des survols clandestins de leurs avions au-dessus de la Belgique. Et à ce moment-là, la réponse était négative. Et ça me surprend de voir qu'encore aujourd'hui, peut-être des gens mal informés continuent d'évoquer ces survols clandestins de soi-disant avions espions américains, alors qu'on sait que ces avions n'ont jamais survolé à tout le moins la grande région de Bruxelles. Oui, mais évidemment, beaucoup de gens ont dû se méfier de ce que disaient les Américains. Ils ont dit oui, ils disent qu'ils n'étaient pas là, mais leurs avions étaient quand même là. Je pense qu'il y a une méfiance, chez beaucoup de gens, il y a une méfiance à l'égard des militaires, et en particulier des militaires américains, et donc ça a pu jouer. De toute façon, il n'était pas nécessaire d'avoir des avions aussi sophistiqués que ceux-là pour que les gens confondent un avion qu'un ovni. La nuit, les gens ont dû essentiellement voir les différents feux de l'avion, et évidemment, dans certains cas, ça peut donner un beau triangle, parce que, les groupes d'étoiles, je ne sais pas si c'est le cas dans Vague Belge, mais il y a eu des cas où un groupe d'étoiles ont été pris pour un ovni, parce qu'effectivement, comme un triangle, c'est très facile à trouver, dès l'instant qu'on a 3 points qui ne sont pas alignés, on a un triangle, donc c'est assez naturel que l'on parle de triangle, et comme il y a pas mal d'avions militaires qui ont une forme plus ou moins triangulaire, de dire, bon, si c'est pas un ovni, c'est peut-être un avion américain. Parce que la distance dans le ciel, on peut pas évaluer. S'il n'y a pas un objet qui permet de faire une comparaison, on ne peut pas savoir quelle est la taille de l'objet. C'est un petit objet qui est à basse altitude ou un grand objet qui est à grande altitude. Si le phénomène, quel qu'il soit, ne passe pas devant un arbre, devant un monument, que sais-je, l'imagination peut s'enflammer. Mais puis les Américains, il y a des gens pour qui c'est toujours un peu agréable de taper en parole sur les Américains. Oui, ça t'en coûte des Américains, bon. Donc, oui, je vois que tout ça s'explique très bien psychologiquement, parce que il y a des gens qui ont vraiment envie de voir un ovni. Et un jour, on a eu le cas, je ne sais pas si c'était à Solop ou ailleurs, d'un témoin qui nous disait « Ah, j'ai enfin vu un ovni ». Quand quelqu'un a fortement envie d'en voir un, mais qu'est-ce qui se passe? Il finit par en voir un en prenant pour un ovni un phénomène naturel, météorologique, astronomique, etc. Donc, la psychologie humaine explique finalement assez bien, je pense. Je ne suis pas psychologue de formation, je ne m'engagerai pas trop dans cette voie-là, mais je pense que des tas de détails ont été en toute bonne foi, parce que les témoins qui fabulent délibérément, ceux qui veulent vraiment inventer une histoire, ils existent bien sûr, mais je continue à penser que l'immense majorité des témoins sont sincères, que l'immense majorité des témoins aussi sont des gens équilibrés,
Mais même des gens très équilibrés peuvent de temps en temps se tromper, et puis ils peuvent avoir envie comme je disais tout à l'heure, que les extraterrestres existent et qu'ils viennent nous visiter. Tout ça peut se comprendre par la simple psychologie humaine, et quand on a envie de voir quelque chose, une forte envie, on finit par trouver le moyen de le voir. Oui. Dites-moi, Jacques Scourneau, ma dernière question, vous êtes dans ce milieu des ovnis depuis les années 60, vous vous intéressez à la question depuis les années 60, vous avez été très impliqué de manière active à partir des années 70, tout ça. Aujourd'hui, vous avez vous-même pris un recul par rapport à cette question des ovnis. L'enthousiasme du début s'est transféré vers autre chose. Comment voyez-vous l'ufologie de demain? Quel est l'avenir de l'ufologie? C'est difficile à prévoir. Elle peut très bien s'éteindre à petit feu, dirais-je, mais si de temps en temps il y a dans le ciel l'un ou l'autre phénomène remarquable, naturel ou artificiel, mais qui est de nature à laisser penser à ceux qui ont envie d'y croire que c'est un ange extraterrestre, ça peut relancer la croyance. Mais je ne pense pas qu'on retrouve jamais la grande époque des années 50, avec les grandes vagues américaines et la grande vague française, parce que je crois qu'il y a tout de même une certaine lassitude et que chaque époque a ses propres croyances, ses propres centres d'intérêt, et il me semble que tout de même les ovnis, on en parle moins maintenant qu'autrefois. Alors, évidemment, est-ce qu'on en parle moins parce qu'on en voit moins, ou parce qu'on en voit moins parce qu'on en parle moins? Ça, c'est le problème, n'est-ce pas, du chat qui se mord la queue. C'est difficile de savoir dans quelle mesure l'un et l'autre jouent. Mais donc je vois l'ufologie peut-être il restera toujours des croyants, même disons des religions qui pour la plupart des gens ont disparu depuis longtemps, gardent encore quand même bien souvent un petit noyau de croyants. Donc je pense que l'ufologie ne mourra sans doute pas totalement. Il restera toujours au moins un petit groupe de gens qui continuent à y croire. Mais ça va quand même s'éteindre à petit feu, à moins, comme je disais, qu'il y ait une nouvelle grande vague d'observation qui surgisse, mais comme il n'y en a plus, des vagues de l'ampleur de celles des années 50, il n'y en a plus depuis assez longtemps, donc je penche plutôt pour une extinction à petit feu, mais, comme je le disais, il restera tout le boulot des psychologues, des sociologues qui restent à faire, et peut-être se sentiront-ils plus libres de le faire quand les derniers grands témoins d'observation d'ovnis rapprochés, quand les derniers grands groupements d'études des ovnis auront disparu ou quasiment. Peut-être à ce moment-là, sociologues et psychologues se sentiront-ils plus libres d'étudier le phénomène a posteriori. Et ils auront pour ça notamment les archives que le Sceau s'attache à sauvegarder. Mais c'est quand même un petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu davantage d'études par des gens tels que sociologues ou psychologues sur le terrain. À l'époque, il y avait les grandes vagues. Ça ce sera pour moi un grand regret éternel. Oui, mais c'est vrai que, comme vous l'avez mentionné, la question des ovnis a toujours été une question un peu damnée. Dès que les gens si on voulait faire une espèce de suicide professionnel, il suffisait simplement de s'intéresser aux ovnis, et voilà que la réputation en prenait pour son rhume. Écoutez, Jacques Scourneau, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Ce fut très édifiant, très éclairant sur cette histoire de vague belge. Et encore une fois, je tiens à souligner que votre approche psychosociale ou socio-psychologique des ovnis, c'est une approche à laquelle aujourd'hui moi-même je me suis rallié après avoir longtemps cru à ces fameuses visites extraterrestres, comme à peu près tous les jeunes ufologues dans les années 60-70. Je tiens à vous remercier particulièrement d'avoir accepté de signer un chapitre de mon prochain livre qui s'intitulera « Les ovnis au Québec et ailleurs », qui doit sortir à l'automne 2020. Encore une fois, Jacques Scourneau, merci beaucoup de votre générosité. Oh,
Oh, mais il n'y a pas à me remercier. Comme j'ai quand même cette longue expérience du milieu ufologique, je suis toujours prêt à en parler, à expliquer comment j'ai évolué au fil des années. Donc, parce que je pense qu'il ne faut pas que tout ce qui a été accumulé comme connaissance dans l'étude des ovnis soit perdu. C'est bien pour ça que j'ai pris la direction du SEAU, parce que même s'il n'y a eu, c'est bien ce que je pense maintenant, aucun engin extraterrestre dans tous les ovnis qui ont été observés, c'est un phénomène socio-psychologique important du XXe siècle. Et donc, j'espère ardemment que quand les derniers témoins auront disparu peut-être, comme je disais à l'instant, les sociologues et psychologues se lanceront enfin dans les études que ce phénomène mérite, parce que vu l'ampleur sociologique qu'il a eu, il mérite une étude approfondie que moi je ne peux pas faire. Je suis chimiste de formation et pas sociologue, donc là, j'essaierai de dire des bêtises en sociologie ou en psychologie, mais j'aimerais bien si un jour un sociologue vient me trouver, je lui ouvre toutes mes archives, il n'y a pas de problème. Je n'ai rien à cacher, le SEAU surtout, les archives elles sont en libre accès dans les archives départementales nationales, à une exception près, c'est que si il y a des documents qui mettent en doute le comportement de certaines personnes, qui pourraient évidemment à ce moment-là intenter la procédure de diffamation, quand il y a des appréciations négatives portées sur une personne, ces documents-là ne sont pas librement accessibles. Ça, c'est une question juridique d'ailleurs. On ne peut pas laisser tout le monde voir des documents qui ridiculisent quelqu'un, qui disent que quelqu'un était un petit peu cinglé, parce que même s'ils sont une minorité, il y a quand même des cinglés qui ont vu des ovnis. Pourquoi sont-ils les seuls à ne pas en voir? Dans certains cas, il y a donc mais c'est à une page par-ci par-là, ou un paragraphe par-ci par-là. Ouais. Mais l'essentiel des archives que le SEAU a déposées sont accessibles gratuitement. Les archives nationales françaises, on y a accès gratuit. Il faut s'inscrire, prendre une carte de visiteur, mais n'importe qui peut y aller. Et ce qui est remarquable, je tiens à ajouter ça, c'est que les gens qui croient encore profondément aux ovnis, eh bien, ils ne nous demandent pas d'aller voir les archives. Ils sont tellement convaincus que les ovnis existent et que le SEAU cherche à tout cacher. On a beau leur dire, allez voir les archives, vous verrez que tout y est, qu'on n'a rien censuré. Ils sont tellement sûrs d'avoir raison dans leur croyance dure aux ovnis que c'est pas la peine d'aller voir, le SEAU nous ment. C'est triste même d'en arriver là, mais pas d'une minorité. Il n'y a qu'une minorité qui dit cela, mais enfin, la plupart des ufologues. Mais c'est plutôt des sceptiques qui nous demandent. Et alors, il y a quelques années, un étudiant, justement, ça nous fait quand même déjà une thèse, il y a quand même quelques thèses sur les ovnis en sociologie ou psychologie, il y a un étudiant en sociologie qui a consulté nos archives et a en tiré un livre en 2 volumes. Donc nos archives ont déjà servi pour un travail de sociologue, mais j'espère qu'elles serviront encore davantage à l'avenir. Si on parle de phénomène de croyance populaire, en fait, il faudra peut-être attendre encore des décennies avant de voir des sociologues se pencher sur la question. Un peu comme, par exemple, à la Renaissance, cette grande peur du diable qui régnait en Europe. Il a fallu attendre des siècles avant que des historiens se penchent un peu sur les mécanismes qui avaient entraîné ces grandes chasses aux sorcières de la Renaissance. Peut-être, qui sait, des sociologues des années à venir se pencheront sur ces croyances des années 50 qui amenaient les gens à croire à ces visites extraterrestres. Oui, enfin là, on ne sera plus là, vous et moi, pour le voir, mais j'espère effectivement qu'un jour, ça donnera lieu à une étude approfondie que ce phénomène mérite. Merci encore une fois, Jacques Scornaud, et bonne fin de journée à vous. C'était très agréable pour moi d'en discuter avec vous. Alors, je lirai avec attention votre livre quand il paraîtra. Merci beaucoup. Bonne journée. En vous rappelant que les podcasts des émissions de Radio X sont disponibles aussi sur Spotify ou encore au radiox.com. Ce soir, Christian, le sujet était la vague d'ovnis sur la Belgique. On t'a entendu en entrevue avec M. Jacques Scornaud. Quelques questions sont rentrées à la station. Est-ce que tu veux les faire tout de suite? Ben oui, absolument. On nous demande... Qu'est-ce qui fait en sorte qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas nécessairement de rapport d'OVNI aux États-Unis? Est-ce que c'est arrivé avec la Deuxième Guerre mondiale, avec l'après-guerre? En fait, c'est arrivé un peu après la Deuxième Guerre mondiale. Encore là,
le grand vide ici, je pense que Jacques Scourneau l'a bien souligné, je suis tout à fait d'accord avec lui. On n'arrivera jamais à éliminer l'ensemble de toutes les observations d'OVNI. Il y a des observations d'OVNI qui vont toujours résister aux analyses. Ouais. Pour plusieurs raisons, mais je pense que la première raison, c'est que bien souvent, le manque d'information et le recul ne nous permet pas de retourner sur place et de pouvoir décanter les faits de façon objective. Donc, ces histoires resteront toujours inexpliquées. Mais encore une fois, comme le dit Jacques Scourneau, inexpliquées ne veut pas dire extraterrestres. Elles sont inexpliquées. Un point, c'est tout. Elles sont inexpliquées. Maintenant, ce que l'on voit dans le phénomène des ovnis et les vagues, par exemple, la vague d'ovnis de 1989 sur la Belgique n'est que une parmi de nombreuses vagues et le phénomène ovni s'est beaucoup formé durant ces vagues. Il a pris de nouvelles tangentes et je pense qu'il y a un phénomène qui est clairement d'ordre sociologique derrière la question des ovnis. Et avant la Deuxième Guerre mondiale, les gens étaient moins préoccupés par l'aspect technologique. Il faut savoir que dans les années 30, on ne pensait pas envoyer des hommes sur la Lune ou des trucs comme ça. Et puis voilà qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ces fameuses fusées, les fusées V2 qu'on a envoyées, qui ont bombardé la Grande-Bretagne, par exemple, qui avaient été mises au point par les Allemands. Et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de plus en plus de gens étaient comme... Il y avait une espèce d'essor technologique. Et déjà à ce moment-là, à partir du moment où, durant une opération qu'on appelait Opération Paperclip, où les Américains ont récupéré des scientifiques allemands, on parlait déjà du développement d'un éventuel programme spatial. Et là, c'était un peu dans l'idée, oui, on pourra peut-être envoyer des hommes dans l'espace. Les années 50 arrivent. Il y a la science-fiction qui vient soudainement ajouter des éléments à tous ces éléments-là. Donc, les gens baignent de manière en Occident, les gens baignent dans une culture de science-fiction. Et au moment où on baigne dans cette culture de science-fiction, on voit justement apparaître ce phénomène des ovnis. Et on n'avait pas le même contexte socio-culturel. Il n'était pas là dans les années 20 ou à la fin du 19e siècle. C'était une période où on croyait plutôt aux tables tournantes, aux communications avec l'au-delà. Les ovnis arrivent avec la culture de la science-fiction, là. Mais bien sûr, je ne nie pas qu'il y a eu à la fin du 19e siècle, H.G. Wells et compagnie, des gens qui ont écrit des romans d'anticipation ou des romans de science-fiction. Mais vraiment, la science-fiction va connaître un essor extraordinaire dans les années 50 avec des séries télé, The Outer Limits, Twilight Zone et là, soudainement, on baigne dans cette culture et on est de plus en plus familier avec l'idée de possibles visiteurs de l'espace. La technologie nous rattrape et là, ça devient un sujet de discussion. Et en même temps que ça devient un sujet de discussion, ça va s'inscrire dans la culture. Et on le voit aussi dans le phénomène des ovnis. On regarde, par exemple, les récits d'observation d'ovnis dans les années 50 ou 60. Les gens qui étaient amenés à bord des ovnis, on disait, il y a eu, par exemple, on a évoqué la vague d'ovnis en 1954. La première, c'est amusant de voir comment le phénomène va se façonner, et ça répond un peu à notre question. Le phénomène se façonne à travers les vagues. Donc, avant les années 40, il y avait à peu près aucune observation d'ovnis très technologique. Bien sûr, des gens avaient rapporté au 19e, 17e, 16e siècle, des gens ont rapporté des phénomènes dans le ciel qui les a intrigués. Mais ça restait des observations très sporadiques. Et dans certains cas, ça pouvait être une étoile filante, une comète ou un truc semblable, un phénomène atmosphérique ou encore un phénomène astronomique particulier qui a intrigué les gens. Mais vraiment, la première vraie vague d'observation d'ovnis, elle se produit en 1947 aux États-Unis et c'est la vague qui va donner naissance aux soucoupes volantes. On le doit principalement à un type qui s'appelle Kenneth Arnold. On est le 24 juin 1947. Il observe alors qu'il vole, c'est un pilote civil, alors qu'il vole au-dessus du mont Rainier dans l'État de Washington, il voit des objets et le soir même, il va raconter son observation à un journaliste. Et au moment où il parle avec le journaliste, on lui demande, le journaliste lui pose la question, êtes-vous bien certain que ce n'était pas simplement des avions? Et Arnold répond, non, les déplacements aéronautiques n'avaient rien à voir avec des avions, ça se déplaçait très curieusement. Et là, il prend une pause, il réfléchit, il donne d'ailleurs une figure qui est assez inhabituelle, il dit, ça se déplaçait comme des soucoupes que l'on fait ricocher sur de l'eau. C'est assez curieux qu'il ait utilisé des soucoupes parce que généralement, on parle plutôt de cailloux qu'on fait rebondir sur l'eau ou qu'on fait ricocher sur l'eau, pas forcément des soucoupes. Mais Arnold dit que ça ressemblait à des soucoupes qui ricochaient sur de l'eau, même s'il décrit les objets comme étant plutôt des espèces de boomerangs avec un centre plus sombre. Le journaliste, ne faisant ni un ni deux,
publie le lendemain un article en disant « Un pilote civil américain a vu des soucoupes volantes ». Tu vois, c'est assez amusant parce qu'ici, le mot « soucoupe » n'a été utilisé que pour décrire le mouvement des objets, pas leur forme. Oui. Et néanmoins, à partir du moment où cet article paraît dans la presse, les gens se mettent à voir des soucoupes volantes. Les gens ne voient pas des boomerangs volants, ne voient pas des croissants volants comme Arnold, ils voient des soucoupes volantes. Et donc, le phénomène prend forme à ce moment-là. Et puis, en 1952, donc, une vague. C'est assez amusant, c'est un peu comme la saucisse à grade. Plus on en mange, plus on en veut, plus on en veut, plus on en mange. Mais les soucoupes volantes, c'est un peu la même chose. Plus on en parle, plus on en voit, et plus on en voit, plus on en parle. Et puis, soudain, peu à peu, évidemment, cette vague va s'atténuer et elle va disparaître. 1952, nouvelle vague qui frappe les États-Unis. Et là, cette fois, on va assister à des détections radar. Il y a un événement très particulier, des ovnis observés dans la région de Washington qui ont été détectés au radar. C'est, comme on l'a mentionné dans l'entrevue, c'est un mécanisme. C'est toujours les mêmes mécanismes qu'on retrouve. Des observations au départ très crédibles. Soudainement, la presse s'empare de la chose. Et je ne veux pas utiliser le mot hystérie, c'est un peu fort, mais un intérêt collectif se développe et là, les gens se mettent à voir des ovnis. En 1952, des observations au-dessus de la capitale américaine. Les gens voient des choses mystérieuses. On envoie des avions d'interception qui voient des lumières dans le ciel, mais n'arrivent pas à rejoindre ces objets. Éventuellement, l'armée dira, et on met l'explication entre guillemets, là, l'armée dira c'était des inversions de température et les radars ont été abusés par ça. Et ça crée des espèces de phénomènes lumineux dans le ciel. Un peu comme l'été, on voit, tu as probablement vu l'expression « Ah, j'ai vu des éclairs de chaleur ». Tu te rappelles, on entend souvent ça chaque été, là, dans des moments très humides, on voit comme des phénomènes lumineux qui vont se produire dans les nuages. Donc, ces observations très crédibles à l'époque vont alimenter une vague d'observations sur les États-Unis. 1954, là, des observations vont se produire en France, mais là, avec une valeur ajoutée. C'est la première fois, il y en a eu quelques-unes avant, mais de façon massive. C'est des observations de l'été 1954 en France qui vont marquer les premiers atterrissages d'ovnis et le débarquement d'humanoïdes. On n'avait pas eu ça avant. Donc ça, c'est la période qu'on va dire, la période des soucoupes volantes en panne. On a l'impression. Et c'est toujours en fonction de la science-fiction. Les gens, à ce moment-là, ne décrivent pas des trucs qui semblent sortis du futur. Les gens disent, c'était une machine, elle faisait du bruit, il y avait de la fumée. Dans certains cas, j'ai senti comme une odeur de caoutchouc brûlé. Et là, on s'approche, la machine semble en panne, les extraterrestres sont autour de la machine, ils tournent autour de la machine. C'est presque s'il n'y a pas un parmi les extraterrestres, un qui sort une clé anglaise ou tu vois, pour essayer de réparer la machine. Et là, quand il voit des humains, c'est curieux, c'est comme si les extraterrestres étaient surpris, disaient, oh, voilà, il y a des humains qui vivent sur cette planète, et elles rentrent rapidement dans la machine, et la machine décolle. Et c'est étonnant de voir le nombre de récits d'observations d'ovnis dans les années 50, et particulièrement durant la vague de 1954, où on retrouve exactement ce scénario. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la science-fiction? Exactement des récits semblables, qu'on regarde The Other Limits, Twilight Zone, des trucs comme ça, au-delà du réel, en français, ici au Québec, en français pour The Other Limits. C'est le genre de truc, de scénario qu'on voit dans la science-fiction et qu'on retrouve transposé dans l'observation du phénomène des ovnis. C'est sûr qu'il y a des observations qui sont intéressantes, des observations qui échappent aux explications, mais de façon générale, je ne crois pas me tromper en disant que le phénomène des ovnis est principalement un phénomène socio-culturel. Et ce phénomène socio-culturel est alimenté par notre science-fiction, notre désir de croire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et à travers tout ça, bien sûr, alimenté par des observations. Il suffit simplement d'avoir un petit détonateur pour que la bombe explose. Et le détonateur, ce sont ces observations qui se produisent de manière sporadique, pour lesquelles on n'a pas d'explication, qui nous forcent pas d'accepter que nous sommes en présence de véhicules extraterrestres, mais il suffit uniquement d'avoir ces observations qu'on n'explique pas pour alimenter derrière toute une culture ou une sous-culture qui va adhérer à des explications, des trucs un peu fantaisistes, comme les visites d'extraterrestres, les enlèvements par des extraterrestres. Ouais. C'est assez amusant de voir dans les récits d'observation d'OVNI comment on retrouve des éléments qui ont été directement empruntés à la science-fiction. Je pense par exemple à l'enlèvement de Betty et de Barney Hill, qu'on a déjà parlé à l'émission, qui est probablement le premier récit d'enlèvement extraterrestre qui a été largement repris dans la culture ou la littérature ufologique. Et quand on regarde le témoignage, par exemple, ils décrivent des choses
qu'ils ont vu à la télé, hein, lorsque Barney Hill, par exemple, décrit son extraterrestre. Et il faut savoir que quelques jours plus tôt, dans un épisode de la série, justement, de The Outer Limits, il y avait eu un épisode qui s'appelait The Balero Shield. Et dans le Balero Shield, l'extraterrestre qui est visible là-dedans, une espèce de voyageur du cosmos, ressemble étrangement au portrait robot qu'on va faire Barney Hill de ces extraterrestres. Les extraterrestres, dans les années 60, ne passent pas à travers les murs. Les portes ne s'ouvrent pas comme si elles étaient magnétiques ou semblables. C'est le gros bon vieux bouton à la Star Trek. On appuie sur le bouton, la porte s'ouvre et se referme. Les chaises, les meubles à l'intérieur des ovnis semblent directement sortis de l'usine de Star Trek ou des séries populaires de la science-fiction de cette époque. Donc, on voit qu'on a une transposition sur le terrain d'une culture qui est véhiculée à travers les médias et principalement à travers la télévision. Est-ce qu'on a déjà retrouvé des hiéroglyphes égyptiens sur lesquels il y avait des vaisseaux extraterrestres? Non, jamais. Je pense notamment, il y en a un, entre autres, que beaucoup fait jaser, où on a l'impression de voir, par exemple, un espèce de glider tiré directement de la Star Wars. Mm-hmm. On a l'impression de voir un hélicoptère, mais en fait... il s'agit de deux hiéroglyphes qui sont superposés l'un à l'autre. Le premier, c'est celui de Séti Ier, qui était le père de Ramsès, qui a fait dans un temple, il a fait inscrire une cartouche avec son nom, qui est Séti Ier, et Ramsès II, son fils, qui voulait être plus grand que son père, et c'est souvent ça dans les hiérarchies, disons, dans les grandes royautés, les grandes dynasties pharaoniques, c'est souvent le fils qui va dépasser le père. Et là, voilà que Ramsès II, qui demeure quand même le plus grand, le pharaon le plus grandiose de l'histoire de l'Égypte antique, dans ce fameux temple, il a fait recouvrir de plâtre la cartouche où il y avait le nom de Séti Ier, et sur cette cartouche qui est recouverte de plâtre, il a fait inscrire Ramsès II. Avec les siècles qui se sont écoulés, on appelle ça un palimpseste, la couche de plâtre qui recouvrait le nom de Séti Ier s'est écroulée. Et là, la superposition des deux écritures, donc Ramsès II par-dessus la cartouche Séti Ier, donne, c'est vrai, à 2 ou 3 symboles des images, ou en tout cas des formes, qui vues avec des yeux d'hommes du 20e siècle, rappellent étrangement, par exemple, un hélicoptère ou une ampoule électrique ou un truc comme ça. Mais en fait, il suffit de prendre, par exemple, la cartouche où on voit le nom de Séti Ier, prendre une cartouche qui a le nom de Ramsès II, et on les superpose et on comprend très, très bien ce qui se passe à ce moment-là. Mais Ramsès, Ramsès a quand même passé à l'histoire. Ramsès, il a fini en marque de condom. Ce qui est pas rien, ce qui est beaucoup plus que toi et moi. Oui, absolument. Alors, on n'a pas connu cette gloire-là. Non. La troisième question et la dernière. Est-ce qu'il y a encore un potentiel... est-ce qu'il y a-t-il un cas qui semble encore potentiellement extraterrestre aux yeux de Christian Page? Tiens. Je dirais pas extraterrestre. Je vais quand même être prudent. Je dirais pas extraterrestre. Mais il y a une histoire en particulier qui m'intrigue beaucoup et pour laquelle ou bien c'est un canular, ou bien c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Et c'est une histoire, on est chanceux, ça s'est produit pratiquement dans notre cours. Ça s'est produit en mai 1967. C'est une histoire qu'on appelle l'affaire Michalak. D'ailleurs, la monnaie royale canadienne ont frappé une pièce de monnaie l'an dernier pour commémorer cet événement-là. Donc, le 20 mai 1967, un prospecteur amateur, Stéphane Michalak, observe, alors qu'il fait de la prospection, on est en plein milieu de la journée, il voit un objet qui se pose près de lui. L'objet ressemble justement à 2 bols argentés, renversés l'un sur l'autre. En s'approchant de l'objet, il voit qu'il n'y a aucune soudure, aucun rivet, absolument rien. Et alors qu'il s'approche, il y a une espèce de porte qui s'ouvre sur le côté de l'objet. Michalak dira plus tard, elle ressemblait à l'iris d'une caméra qui s'ouvre. Il s'approche et à ce moment-là, il se glisse la tête dans l'ouverture. Il ne voit rien que de la luminosité un peu violacée. Et au moment où il sort la tête de l'objet, la porte se referme. Avec il a des gants par-dessus les mains et au moment où la porte se ferme, il touche à l'objet. Les embouts de caoutchouc de ses gants fondent littéralement au contact de la machine. Il y avait une espèce de grille sur la base de la machine. Alors la base se tourne et la grille se place vers lui à dessein ou est-ce accidentel. Quoi qu'il en soit, une espèce de jet de gaz va enflammer les vêtements de Michalak. Il va se rouler dans l'herbe pour éteindre ça. L'objet décolle et s'envole. Michalak va retourner, ça se passe à Falcon Lake. On est en Alberta, au Manitoba, à la frontière de l'Ontario. Et donc,
donc, Michalak va rentrer chez lui à Winnipeg. Il va souffrir de brûlures au 3e degré, en fait, des brûlures chimiques. Il va être suivi pendant des années par des médecins locaux et par des médecins de l'hôpital, en fait, le centre un centre spécial à Rochester pour justement les brûlures de type chimique et radioactif. C'est une histoire tout à fait extraordinaire. L'affaire Michalak, elle est extraordinaire. Et de deux choses l'une, ou bien Michalak nous a roulé dans la farine en racontant une histoire extraordinaire, et pourtant sur place, parce qu'il y a eu une double enquête menée à la fois par la Gendarmerie royale du Canada, une autre par l'armée canadienne. On est allé sur place, on a trouvé des traces physiques où Michalak disait la machine s'est posée ici. Il y avait également des traces de radioactivité. Michalak n'a jamais gagné d'argent avec ça, et il a dû payer d'ailleurs de ses propres deniers les soins médicaux qu'il a suivis pendant des années et à des périodes, c'est assez amusant, à la date anniversaire de l'événement, donc à peu près chaque année, vers la mi-mai à peu près, il y avait une réapparition de ces brûlures sur l'abdomen de Michalak. Et jusqu'à sa mort en 1993, Michalak n'a jamais parlé qu'il avait vu un engin extraterrestre. Il a toujours eu l'impression qu'il avait peut-être vu un prototype secret militaire américain, mais il faut bien l'avouer, ce prototype n'est jamais sorti au grand jour. Si Michalak a vu un prototype militaire, ce prototype est toujours demeuré dans le secret. Cette histoire-là, je te l'avoue, Yannick, m'intrigue beaucoup et j'ai un petit doute. La seule façon de l'expliquer, c'est le canular. Je vois pas d'autre façon de l'expliquer autre que le canular, mais j'avoue que j'ai une grande hésitation avant d'accuser Michalak d'avoir mené un canular, parce que bon, j'ai jamais rencontré Michalak, mais j'ai rencontré les enfants de Michalak, qui sont toujours vivants. J'ai fait des entrevues avec eux. Je suis allé sur place, là où l'incident s'est produit. J'ai eu accès aux dossiers, aux archives qui ont été colligées au fil des ans sur l'affaire Michalak. Ça demeure, à mon avis, la meilleure, sinon l'une des meilleures histoires d'OVNI de tous les temps et qui est très, très difficile d'expliquer en termes prosaïques. Les blessures qui revenaient année après année, c'est bizarre. Oui, c'est quand même très, très curieux. Et je suis très content parce que ce que moi j'avais vu de l'affaire Michalak, mon implication sur le terrain et tout ça, je le devais en partie à mon ami Chris Rutkowski, qui est un ufologue de Winnipeg, qui est probablement l'ufologue le plus actif qu'il y a eu au Canada depuis de très nombreuses années. En fait, il est actif depuis les années 60, fin des années 60, début des années 70, et il est toujours actif aujourd'hui. Et on a appris il y a quelques semaines à peine que, vieillissant, Chris Rutkowski a décidé de faire don de tous ses dossiers à l'université du Manitoba, Winnipeg, là où il travaille d'ailleurs. Donc, le fameux dossier Michalak que Rutkowski avait colligé au fil des ans, qui m'avait très impressionné parce qu'on voyait des photos justement de ces brûlures sur l'abdomen de Michalak, les rapports médicaux des différents médecins, les rapports de la police, les rapports de la gendarmerie. Tous ces documents-là étaient dans un dossier qui était somme toute privé. Mais à partir de maintenant, les gens qui veulent consulter ce document peuvent se rendre à l'université de Winnipeg et demander de voir le dossier Michalak. Et à ce moment-là, ils pourront consulter toute la documentation. C'est un dossier très, très particulier. C'est une des très, très bonnes histoires. Encore une fois, je me réserve de dire, est-ce que c'était des extraterrestres? Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais c'est vrai que l'affaire Michalak est très mystérieuse en soi. Christian, il nous reste à peu près 3 minutes. La semaine prochaine, c'est notre dernière émission de l'année, cher ami. Oui. Oui. Après ça, tu t'en vas pendant le temps des fêtes. Et est-ce qu'on revient en janvier? Ben, j'espère que oui. Il y a des auditeurs qui nous posent cette question-là. Est-ce que vous allez revenir pour une prochaine saison? Ben oui, on vous lâchera pas comme ça. Il reste encore plusieurs histoires à raconter. Ben oui, en fait, je dois avoir j'ai un livre plein d'histoires qu'on n'a pas racontées, toutes sortes de dossiers, des intervenants intéressants à faire entendre. Alors, j'espère beaucoup qu'on pourra faire ça. Et la semaine prochaine, tu verras, je vais pas vendre le punch tout de suite, mais la semaine prochaine, je t'avoue que notre sujet ne serait pas étranger à la fête de Noël. Ah! Donc, il y aura un petit lien avec la fête de Noël. Et encore une fois, j'espère que les gens apprécieront notre façon d'aborder ces sujets un peu mystérieux et paranormaux. Et si vous manquez de Christian Page pendant le temps des fêtes, c'est possible de vous procurer les livres L'Enquêteur du Paranormal. Il y en a plusieurs. Oui, les livres L'Enquêteur du Paranormal, qui donc 1, 2, 3, les trois thèmes. Ensuite, L'Enquêteur du Paranormal au cinéma, L'Enquêteur des théories du complot. Je sais par cet éditeur, qui était l'éditeur à l'époque, que tous ces livres ont été réimprimés, parce que certains étaient épuisés, donc ils ont été réimprimés. Ils sont donc maintenant
tous disponibles en librairie. Mon dernier livre, suggestion de Noël, c'est Les tueurs de l'occulte, qui est sorti en septembre dernier. Et puis, on a entendu la publicité dans le cours de l'émission, La nuit à l'hôtel 54, qui est un jeu qui, donc, si vous avez une soirée, quelques bons amis à la maison, une coupe de vin, ça peut toujours aider. Et puis, lancez-vous des défis pour essayer de défier le paranormal. Et bien entendu, tu auras des conférences pour l'année 2020. 2020, bien sûr, de nouvelles conférences, de nouvelles thématiques que je souhaite aborder depuis des années. Et comme je l'ai annoncé d'ailleurs dans la rencontre, la discussion que j'ai eue avec M. Scorneau, il y aura pour l'automne 2020 un livre, Christian Page, qui sera les ovnis au Québec et ailleurs dans le monde. Donc, on va reprendre certains grands dossiers du Québec, on va aborder ça, puis on va essayer de jeter un regard un peu sociologique sur ce phénomène-là. Quel est l'avenir de l'ufologie? Qu'est-ce que c'est que ce milieu de l'ufologie? Un milieu qui est, j'avoue, moi, Yannick, je te cacherai pas, en 1995, j'ai quitté les milieux associatifs au Québec. Oui. Donc, groupe amateur d'ovnis, les sceptiques du Québec, tout ça, j'ai quitté cet univers-là et je m'en félicite chaque jour. Hein. Ce milieu-là, le milieu associatif, c'est un véritable panier de crabes où tout le monde défecte sur tout le monde. Christian, je te souhaite à toi un beau week-end ainsi qu'aux auditeurs. À toi aussi. Puis on se rejase vendredi prochain pour la dernière de l'année 2019. Absolument. Bon week-end à tout le monde. Bye bye. Radio X Files.